Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par 4 des 8 éminents membres de la bande. Bonjour et bienvenue à La Voix du Trail, Ludovic Collet. Salut Ludo. Et Nico. À notre athlète, coach et doctoresse en sciences du mouvement humain spécialisée en trail, Sabine Erström. Salut Sabine. Salut tout le monde. Au duc de Savoie, autoproclamé ultra-trailer patenté qui a décidé de jouer cet automne sur de plus courtes distances qu'à l'accoutumée, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Salut. Et au petit rigolo de la bande qui sévit chaque jour pour notre plus grand plaisir avec Marion, sa partenaire et complice, sur les réseaux sociaux des Genoux dans le Gif, Robin Schmitt. Salut Robin. Salut le génial Nicolas. Et merci d'avoir remplacé au pied levé notre camarade Florence Morisseau qui ne disposait pas d'un assez bon réseau sur les îles de Porquerolles, là où elle donne cours actuellement. Donc, elle n'est pas avec nous, mais nous avons la chance de t'avoir. Donc, remplacement de luxe. Et puis, un coucou évidemment donc à Flo et aux 3 autres membres de la bande au repos aujourd'hui, Corinne Favre, Thomas Laure-Blanchet et Nicolas Martin. Nico qui est en ce moment, au moment où nous enregistrons cette émission, en stage de préparation au championnat du monde de trail avec l'équipe de France. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 13e épisode de la bande AD+, faut-il arrêter d'organiser des courses de trail en montagne ? Dans une interview au journal 20 minutes, le maire de la commune de Saint-Gervais, Jean-Marc Pellex, a tapé du poing sur la table. Le milieu naturel est en souffrance, dit-il. On ne va pas multiplier les ultra-trails de partout, en s'en prenant notamment avec vigueur aux organisateurs de l'UTMB qui, selon lui, ne s'adaptent pas à la réalité de la montagne. Au contraire, déplore-t-il, on a continué de faire comme si rien ne changeait. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une belle course, les sportifs sont magnifiques, mais à un moment donné, il faut mettre une limite. Ces propos font écho à ceux que l'on entend parfois de la bouche de certains résidents de Chamonix qui se disent écœurés par l'UTMB. J'ai bien hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Ce sera la question NAC, la question polémique de l'épisode. L'assistance en ultra, en avons-nous vraiment besoin ? C'est l'un des meilleurs ultra-trailers français, Germain Grangier, qui s'interroge. Je reprends sa réflexion au bon et je poserai la question à Ludo, Sabine, Hugo et Robin. Ça donnerait quoi pour les favoris, mais aussi pour les anonymes, s'il n'y avait pas d'aide extérieure, mis à part les ravitaux classiques ? Est-ce que Mathieu Blanchard, par exemple, dont on a beaucoup parlé ici ces derniers temps, qui s'est particulièrement illustré avec ses ravitaux Formule 1 grâce à son équipière et partenaire de vie Alix Noblat, aurait terminé 2e de l'UTMB sans cette précieuse assistante ? Je vous poserai la question. Enfin, faut-il absolument dépasser ses limites pour progresser ? Et le cas échéant, comment les dépasser ? Ce sera la question Nolio. On s'inspirera du bouquin de la Canadienne Chloé Lantier, Sans limite, qui pense que beaucoup de choses se passent dans notre cerveau. Elle affirme aussi que ceux qui abandonnent un ultra, par exemple l'UTMB, ils n'étaient juste pas prêts pour cette épreuve, que leur why, leur pourquoi, autrement dit leur motivation, n'était pas assez affûtée. 3 rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question de chaussures pour enfants. On fera un arrêt à la station de trail du Beaujolais vert et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. Bonne émission à toutes et à tous. La bande AD+, est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti. Allez, je commence avec un rapide tour de table pour prendre de vos nouvelles, les amis. Ludo, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était de visu, c'était ensemble, on était au Québec, à l'Ultra Trail Arikana du Canada, où je suis un petit peu impliqué. Et tu étais, dans mon souvenir en tout cas, sur un petit nuage. Est-ce que, moi aussi d'ailleurs, est-ce que tu es redescendu ? Écoute, pas tout à fait encore parce que là, je prends des doses d'amour là, mais à grosses doses. Il y a eu un gros enchaînement. Au Québec, c'était les cousins, c'était juste fantastique. Puis je suis reparti, je suis arrivé sur Paris, j'ai pu voir ce qui compte avec Anne-Lise Rousset où j'ai pu faire la promotion et discuter avec eux. Là, il y avait encore un public parisien. Documentaire ? Ouais. Ouais, le documentaire, enfin, qui était vraiment génial. Ça a été. Puis je suis reparti à Belle-Île
où là aussi, les Bretons, c'est de l'or en barre. Donc, qui est assez similaire d'ailleurs aux Québécois et aux Québécoises. Hein. D'ailleurs, je trouve des Les similitudes. Bretons et les Québécois comparés. Tiens, ok. Ouais, je trouve il y a des belles similitudes, en tout cas ouais, au niveau du partage. Et puis voilà, après, je suis retourné sur mes terres. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas été commenter le trail des Aiguilles Rouges. Donc, retour aux sources, parfait. Et puis, alors on enregistre à une semaine avant la diffusion, mais tu étais ce week-end à la première édition du Nice by UTMB. Alors, on n'en fait pas pendant des heures, mais quel est ton sentiment? Comment ça s'est passé, ce nouveau trail? Alors écoute, moi j'étais pas à Nice, hein, j'étais du côté de La Roche-sur-Foron, j'étais dans les studios pour commenter le live. Bah écoute, comme toute première, il faut se rappeler que c'est une première, même si elle a identité by UTMB. Il y a encore pas mal de choses à faire progresser, mais il y a des paysages ouf, quoi. Hein, pour le peu qu'on ait pu voir, il manque pas mal de réseaux par là-bas, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais je pense que comme pour tout, hein, Paris, c'est pas fait en un jour. Il y a encore à travailler. Je pense que ça deviendra une très, très belle date. Sabine, tu as récemment remporté une course de trail sur les terres de Nico Martin dans le Trièves, si je ne m'abuse. Ouais, c'était une petite course, mais qui gagnerait à être connue. Bah, tu vois, du coup, ouais, je vais leur faire un peu de la pub. Ça s'appelle le Trail du Tétralyre. Et c'est des organisateurs passionnés. Ça se déroule dans un centre de vacances, en fait. Du coup, après la douche, vous pouvez vous doucher dans le centre de vacances, petite douche individuelle et chaude. Et puis, il y a un repas préparé par des bénévoles adorables. Très peu de participants, même pas de ligne tracée au sol pour le départ. Un En parcours route. absolument grandiose parce que ça passe sur ces fameux balcons est qui séparent le plateau du Vercors du Trièves de Nico Martin. Donc, des points de vue vraiment magnifiques. Je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Et puis, pour les radins, ça convient aussi parce que ça coûte que 20 € pour tout ça. Donc, Trail du Tétralyre à noter dans vos calendriers. Et de toute façon, il n'y a que 200 dossards disponibles. Donc il faut s'inscrire vite. Et pour Ah, la petite anecdote, on s'inscrit sur un Google Form, mais on ouais. ne peut pas payer. Il faut venir avec son chèque ou avec son billet de 20 € le jour de la course, quoi. Donc, il ne faut pas prendre des places pour rien. Bon, ça veut Voilà, dire merci. il en reste des courses comme ça. C'était une préparation pour les Templiers, c'est ça? Tu vas aller, enfin, Voilà, pour du coup, pour des Templiers? je vais passer d'un extrême à l'autre. Effectivement, c'était pour préparer les Templiers, mais ça permet de souligner qu'en fait, les courses n'ont vraiment pas à s'opposer entre les petites courses et les grosses courses, entre guillemets. Tout est On dans va tout. déjà, je pense que toute personne qui va sur une grosse course a commencé par une petite course, et puis il y a un plaisir qui est différent dans toutes les courses. Évidemment, au Trail du Tétralyre, du coup, ça s'est fait que j'ai couru toute seule quasiment toute la course, donc ça n'arrive pas aux Templiers. Mais Mhm. voilà, on va y chercher des choses différentes. Donc ce sera le Grand Trail des Templiers, hein? Tu fais la course Oui, c'est emblématique. ça, le 80 km, ouais. OK. Hugo, toi, tu as fait l'inverse? Enfin, tu fais l'inverse. Comment se passe ton automne? Je le disais la dernière fois, tu vas plutôt, tu quittes un peu l'ultra, ces derniers temps pour faire des courses un petit peu plus courtes? Ben, tout à fait. Et du coup, je reviens du Trail du Sancy, où j'ai fait un petit week-end all-inclusive, puisque je courais le samedi et j'animais le dimanche. Bon, Magnifique. quand on court le 33 km, ça va. Le dimanche, on n'en souffre pas du tout, donc on peut animer convenablement. C'était très, très sympa parce que j'ai beaucoup d'amis en Auvergne, donc ça permet de revoir tout le monde. Et puis, j'étais content parce que malgré que j'ai fait un post-UTMB vraiment relax, une vraie belle coupure avec la dose d'alcool qui convient, bien sûr, j'étais content d'avoir un petit bout de forme, tu vois, ça allait pas mal, le mental aussi, donc ça me met dans le bain, tu vois, pour faire un joli début d'hiver, et puis après recouper un peu au moment des fêtes. Voilà. Super. Robin? Est-ce que c'est malgré Ah, l'alcool ou est-ce que c'est grâce à l'alcool, du coup? Non, je l'avais évacué avant la compétition, Sabine. Voilà. Robin, quelles sont les nouvelles toujours en pleine prépa pour la Mascarène qui s'approche dangereusement à la Réunion?
Exactement. Je suis en train de regarder un petit peu le parcours que je connais, parce que j'avais déjà fait la course il y a quelques années, en ayant Ah, tu l'as connu. déjà faite, d'accord. Ouais, 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 je m'en vante pas trop parce que j'avais fait vraiment toutes les erreurs de débutant en fait, hein. C'est-à-dire que il y a quand même deux erreurs magistrales. La première, c'était on m'avait dit ouais, il faut arriver un peu frais avant un 70 km, mais j'avais pas de problème. J'arrive frais, donc j'ai rien fait pendant 15 jours. Mais vraiment rien, hein. C'est-à-dire que même je prenais la bagnole pour aller chercher le pain, quoi. Vraiment, j'étais frais, quoi. Donc, j'étais très, très frais. Donc, première descente, bah, ça allait pas du tout. Et puis, la deuxième erreur, je sais pas, on m'avait dit c'est technique, la réunion, etc. Donc, bah, je m'étais dit pas de problème, je vais prendre des chaussures extrêmement fines, en fait, pour vraiment des crêpes aux pieds, des chaussures de cavé, pour être très agile dans les cailloux. Là encore, grave erreur, quoi. Donc, au moment où j'ai vu Ludo, stade de la Redoute, bah, j'avais les larmes aux yeux, non pas de le voir, mais réellement souffrance, quoi. Donc, là, Oh, aussi j'espère que un petit Ludo. peu de le voir, un petit peu. Il y avait une... Évidemment. Donc là, j'espère que Ludo, tu me verras sous un meilleur visage. En tout cas, je fais tout pour. Ouais. Je le J'aurai souhaite, le... je le souhaite. J'espère avoir le plaisir de te voir aussi en passant. Allez, on passe à la question, à la première question, la question polémique de l'épisode, la question NAC. La question NAC. Et Sabine est contente. Faut-il arrêter d'organiser des courses de trail en montagne, les amis? Je pose cette question à vous et je vais commencer avec Hugo, parce que je sais que cette question te plaît. Alors évidemment, là, je pose la question un peu de but en blanc, je l'ai dit dans le sommaire, ça fait écho à un coup de gueule, on peut dire ça comme ça, du maire de Saint-Gervais, qui n'en est pas à ses premiers coups d'éclat en la matière, mais il est rentré à fond, notamment dans les organisateurs de l'UTMB, mais on peut dire d'une manière générale sur les organisateurs de trail en montagne et dans les pays de Savoie. Donc, il prend évidemment, il fait le lien avec l'impact environnemental, le fait que cet été, il a fait particulièrement chaud, que les montagnes ont souffert et que les trailers sont venus, selon lui, bousiller un peu les sentiers. Et donc voilà, donc lui, alors, peut-être qu'il l'a dit de manière provocante, mais il a dit qu'il fallait arrêter, en fait, Non. qu'il fallait, il fallait arrêter. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Comment tu as réagi? Essaye de. Là, ça t'as digéré, mais comment tu as réagi quand tu as lu cet article qui a été publié chez nos confrères de 20 minutes? Bah, j'ai trouvé ça un petit peu culotté de la part de quelqu'un qui dirige une ville à la fois thermale et station de ski, qui sont deux trucs pas super écologiques. Parce que bon, une station de ski, pour résumer un petit peu, on dézingue des arbres dans la forêt, on met des pylônes avec un petit peu de béton en dessous, et tout l'hiver, on utilise de l'énergie pour faire tourner des sièges pour que des gens qui sont venus de loin, donc souvent en avion, puissent avoir un petit loisir égoïste qui est de descendre une pente enneigée qu'on a damée avec un engin qui consomme entre 30 et 40 litres au 100. Et parfois, c'est même pas de la vraie neige, hein, je précise quand même. Voilà, on peut aussi ajouter la dimension neige artificielle. Bon, alors il y Au a toujours début et à la quelqu'un fin qui d'hiver, dira notamment. j'ai un canon qui consomme un peu moins que celui d'avant. Oui, ok, enfin il consomme un peu quand même. Alors, moi, si tu veux, le ski, voilà, le pylône, il est là, on va pas l'enlever. Mais du coup, quand quelqu'un se dit attends, les trailers, ils abîment la montagne, j'ai un petit peu du mal quand même à saisir l'impact d'une chaussure, que ce soit de 1000 ou 2000 personnes, sur de la terre, quand tout l'hiver, on fait à peu près n'importe quoi au nom de la pratique du sport hivernal, qui est magnifique en photo, qui est un petit peu moins quand on fait un bilan carbone correct. Donc, voilà, c'est un petit peu… Tu te demandes l'intérêt de ça, d'autant plus que je reviens à ma théorie quand j'avais voulu défendre un petit peu le ski, parce qu'on dit ouais, le ski, ça pollue et tout, bah, ce qui est vrai. Mais quand vous avez un Parisien qui vient une semaine au ski, il trouve ça magnifique, le sport d'hiver, il voit l'endroit, c'est joli, etc. S'il discute avec un peu avec les locaux, on lui dit voilà, il neige de moins en moins et tout, t'as quand même, regarde le glacier, le truc, le machin, tu vois. Et là, le gars, en fait, il voit que c'est beau, il voit que la vie humaine, elle a un impact un petit peu négatif là-dessus, donc finalement, il rentre chez lui, dans un contexte urbain, et là, il se dit, bon, il faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, je suis loin de la montagne, mais on est tous sur la même planète. Donc, en fait, la France, c'est responsable d'1% des émissions. Ça veut dire qu'il y a 99% qui viennent des autres pays. Donc, finalement, est-ce que c'est juste le trailer qui est responsable de la montagne qui s'abîme, ou est-ce que c'est la globalité du monde qui fait plus ou moins n'importe quoi en permanence? Voilà, je vous pose la question.
Puis après, quand on est maire à Saint-Gervais, bah voilà, on est dans la vallée de l'Arve, on peut aussi développer les transports en commun. Ça fait 30 ans qu'on suit sur l'idée. Donc voilà, hein, il pourrait se mettre d'accord. Hein. Niveau train, etc., l'offre, elle est quand même assez dérisoire pour avoir pas mal d'amis qui ils véhiculent leurs enfants en vélo. Hein, du coup, ni les bus, ni rien du tout. Donc oui, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Après, je connais pas trop le personnage. Peut-être Ludo aura un avis un peu différent, parce que lui, il a été vraiment habitant de la vallée. Donc, quelque part, j'irais peut-être pas forcément trop juger le maire, parce qu'il a peut-être des raisons que On juge ses je peux propos, mais c'est sûr que peut-être qu'il y je a peux ne pas des... connaître. Après, les propos, voilà, moi j'ai un peu du mal avec les propos. Maintenant, pourquoi ils sont là, pourquoi il les a dit, je pense que Ludo aura un avis plus éclairé que le mien. Eh ben, Je l'ai Ludo. rencontré une fois. Ah. Je l'ai rencontré une fois. Voilà, il était venu soutenir la Montagnarde, qui est un autre trail un petit peu plus intimiste que l'UTMB. Mais bon, on fait quand même courir 1200 personnes à la Montagnarde. Donc bon, voilà, je ne l'avais pas trouvé spécialement antipathique ce jour-là, mais c'est vrai que du coup, j'ai regardé, il a quand même fait plusieurs sorties dans les médias, Oui, c'est pas la première fois. un peu en dragster, quoi, un peu rockstar. Alors, moi, c'est Et peut-être puis, quelqu'un qui aime aime pas, bien aussi envoyer des grosses punchlines, mais on voilà, a il parlé a de l'air lui, particulier quand même. Hein. on a parlé de lui aussi beaucoup par rapport à Kylian Jornet, dont il Ah a oui, souvent c'était dénoncé excellent ça. les pratiques, en fait. Oui, et Ludo, puis Kylian avait mis une photo tout nu au Mont Blanc le lendemain, c'était ouais, magnifique. c'est ça. Ouais. Grand moment de communication. Ludo, Ouais. donc effectivement, tu as vécu à Chamonix pendant 20 ans, 30 ans, 20 ans? Presque 30 là, ouais. Ok. Donc, je pense que Presque 30. ton avis est... Et puis j'ai animé souvent pour Saint-Gervais. Je connais bien Monsieur Payex. Et du coup, je trouve évidemment les arguments du Duc sont très bons. Et quand il a sorti cette interview, tout de suite j'ai pensé à ça. Je me suis dit ça y est, on va opposer les skieurs aux trailers. Enfin voilà comment mettre tout le monde les uns contre les autres. C'est juste parfait. Et pour ça, il est très très fort. Et bien sûr, il a fait des très belles choses pour sa commune et bien rénover le Fayet. En attendant, il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe. C'est juste des guerres de clochers. Pourquoi on tape sur l'UTMB? Il y a quelques années, il voulait un départ à Saint-Gervais, il l'a pas eu. Voilà, c'est étonnant pour quelqu'un qui veut pas beaucoup de monde. Il veut qu'il y ait moins de monde et moins de trail, mais ça fait vivre beaucoup de petites stations, et Hugo le sait bien, et moi aussi, pour aller travailler l'été, où ça amène un petit peu de monde, un peu de flux pour le commerce. Alors voilà, moi ça m'embête toujours un petit peu. Il est contre Éric Fournier sur la montée au Mont Blanc, donc du coup tout se mélange un petit peu. Et c'est vrai qu'il aime bien les coups d'éclat. Et là, il écrit à Monsieur le Président, il fait savoir. Voilà, je suis toujours. Ouais, j'aurais pu le préciser. Il a effectivement c'est doublé cette interview d'une demande très formelle, d'une remonter l'information pour faire bouger les choses auprès du président de la République. Ouais, mais c'est ça. Et après, je rejoins je rejoins le Duc, quoi. Je rejoins Hugo. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête aussi la montagne. On arrête le ski l'hiver où ça ramène énormément de monde sur des courtes semaines où les gens ont les mêmes vacances. Donc, enfin voilà, on arrête tout en montagne parce que effectivement la montagne se meurt. Et c'est vrai qu'il a fait très chaud et que les rochers sont en train d'exploser, que le permafrost a fondu. Mais du coup, on fait quoi? On arrête tout en fait. Et puis on arrête de vivre. Et on arrête alors que l'avantage pour moi d'avoir des trails partout en France, c'est qu'il y a des gens qui se bougent et qui font du sport. Enfin voilà, et je pense pas que notamment sur l'UTMB qui était tant décrié, on est sur des sentiers où il y a le tour du Mont Blanc. Enfin déjà les animaux notamment ont pris l'habitude que sur ces sentiers-là ils y soient pas. Ils sont déjà dans des endroits plus reculés. Enfin voilà, il y a un moment on peut tout critiquer. Après, je trouve dommage que ça soit quand on connaît un peu les personnages. Que ça soit du côté de Chamonix ou du côté de Saint-Gervais, voilà, c'est des querelles de clochers. Monsieur PX s'est battu pendant longtemps pour que ça s'appelle Saint-Gervais-Mont-Blanc et pas Saint-Gervais-les-Bains. Il a perdu. Comme disait Monsieur Charlet, ancien maire avant, il disait, écoutez, ces polémiques, nous, écoute, on va en profiter. Et il disait effectivement, les murs sont à Saint-Gervais en parlant du Mont Blanc, mais le fonds de commerce est à Chamonix, voilà. Et du coup, et ça, j'entends ça déjà depuis 30 piges, quoi. Donc,
Voilà, Politique. il fait du PX. Point. Sabine, comment toi tu as réagi? Est-ce que dans ses propos, alors il fait de la politique, mais dans ses propos, est-ce qu'il y a un fond de quelque chose sur lequel il va falloir peut-être creuser? Alors, je dirais qu'il fait ce qui nous énerve en politique, en fait. Il fait des Mhm. polémiques, alors qu'effectivement, il y a un vrai sujet politique pour toutes les stations de montagne de savoir comment on fait pour accueillir les gens en montagne, leur faire découvrir la montagne et les règles de respect qui s'imposent. Et en fait, moi, je suis vraiment pas pour une idée à l'américaine où on aurait des endroits hyper préservés où personne ne peut mettre un orteil et d'autres endroits où on fait n'importe quoi, on bétonne tout. Donc, je trouve ça important. Nous, en France, on a une montagne qui est habitée et donc de quoi habiter dans la montagne. Mais je pense qu'au niveau magouille politique, Ludo était bien placé, il nous a bien résumé l'idée. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, le trail doit réfléchir à son impact parce que ça se revendique quand même comme une activité proche de la nature et je pense que c'est quand même une envie qu'ont tous les trailers qui passent du temps en nature, qui ont vu cet été effectivement que la montagne était très sèche. Alors par contre, pourquoi modifier le parcours pour des raisons de sécheresse, ça, j'ai pas bien compris l'enjeu parce Oui, que parce comme qu'il ça, il a dit dans son, je m'excuse de te couper, il a dit chaque année, quand il y a un problème, un éboulement ou un problème de météo, on peut changer le parcours. Et il a dit bah, pourquoi on n'aurait pas changé le parcours cette année parce qu'il faisait chaud. En gros, il a pas développé ce point-là, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y a certains endroits où la montagne était particulièrement en danger ou en pression et qu'il aurait fallu, oui, selon lui, changer le parcours pour ça. ouais, sauf que le GR du Mont Blanc est parcouru tout l'été par des milliers de randonneurs, donc Énormément ça, de monde. cet argument ne me paraît pas vraiment recevable. Moi, je trouve que le trail doit vraiment réfléchir sur son impact carbone, sur le fait que les gens arrivent sur l'événement, sur l'impact carbone pendant l'événement et sur aussi la surconsommation de matériel. Donc, la première question, l'UTMB, c'est un événement mondial. Donc, effectivement, on doit se questionner, est-ce que c'est pertinent de faire encore des rendez-vous internationaux? Chacun a sa réponse. Moi, j'ai pas encore la mienne. Je pense que c'est pas non plus la même réponse qu'on soit amateur ou de haut niveau. J'ai pas envie de dire professionnel, il y en a beaucoup trop peu, mais de Ou même niveau en début et en fin international. de carrière. Voilà. En tout cas, pour moi, ça passe par une rationalisation du calendrier, c'est-à-dire faire des choix et ne pas écumer les courses, à part pour les speakers, mais en tant que coureur, ne pas écumer les courses au fil de l'année, sachant qu'une carrière sportive n'est pas si longue que ça à l'échelle de la vie, hein. Donc, à part Ludo Pomeray ou d'autres comme ça. Ensuite, pendant l'événement, on va en parler tout à l'heure avec l'assistance, donc je ne m'étale pas dessus, mais pour moi, ça passe par là. Et ensuite, sur la surconsommation de matériel, c'est sûr que pour moi, l'UTMB, ce qui rend l'UTMB un peu antipathique à mon échelle, c'est aussi cette envie de vendre à tout prix beaucoup de choses au trailer pour un sport qui est simple. Et là, je pense que chacun a son rôle à jouer. Nous, par exemple, en tant que sportif sponsorisé, c'est de ne pas se faire sponsoriser par n'importe qui. Par exemple, moi, je sais que je n'ai pas de partenaire montre parce que je serais hyper gênée de devoir tous les 6 mois arborer une nouvelle montre et dire, regardez, celle-là, je peux mettre un fond d'écran Kenya, acheter la nouvelle montre, quoi. Et je pense que notamment sur les outils technologiques, il y a vraiment une réduction à faire. Donc voilà, la Et réflexion est puis, bienvenue, mais en l'occurrence, je trouve que la sortie du maire de Saint-Gervais n'amène pas beaucoup de réflexion. il y a à Chamonix donc le salon de l'Ultra Trail qui est un grand commerce ouvert puisque ce sont dans des jolis chalets. Mais c'est effectivement un moment de l'année où les trailers viennent probablement faire leurs emplettes spécialisées. Robin, est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter? Est-ce que l'UTMB, c'était une des critiques de Monsieur Payex, l'UTMB ne fait rien, dit-il. Il ne prend pas le train du changement et ne fait rien. Est-ce que, de ton point de vue d'observateur, évidemment, tu es d'accord avec lui? Alors, juste sur ce point de vue-là, très, très précisément, très concrètement, je ne peux pas lui donner tort.
Je veux dire, l'UTMB a signé un partenariat avec Dacia. L'UTMB a exigé un temps que tous les accompagnateurs naviguent en navette. Mais bon, c'était une espèce de manip commerciale pour finalement, enfin, une espèce de chantage écologique où finalement les gens étaient obligés de payer pour se déplacer. Ils ont cédé à certaines pressions, y compris des élites. Si, ils ont peut-être changé. Maintenant, c'est peut-être plus forcément des hélicos qui filment. Je sais pas. Peut-être que c'est des drones. Enfin, là-dessus, je peux pas lui donner tort. Sauf, enfin, je veux dire, là, ce qu'on peut juste observer, éventuellement, c'est du greenwashing de la part de l'UTMB à ce propos d'écologie, etc. Mais à la limite, je trouve que à la limite, tu vois, si je me fais un peu l'avocat du diable, je trouve que l'UTMB finalement ne prétend pas être un événement écologique. Voilà, ils ont signé un partenariat avec Dacia, ils font venir 10 000 coureurs dans une ville qui est Chamonix, qui est déjà méga polluée, etc. Donc, comment dire, ils n'ont pas cette revendication d'événements écologiques, etc. Donc, à la limite, ça, on ne peut pas leur enlever. Donc, là-dessus, je ne suis pas forcément en désaccord avec monsieur le maire. Après, comme l'a dit très bien Hugo et Ludo, c'est un habitué de ce genre de petits dérapages pour exister dans une commune qui est minuscule à l'échelle de la nation, qui a effectivement le Mont Blanc sur son territoire, et encore, ça se discute, c'est une guéguerre effectivement entre Saint-Gervais et Chamonix. Donc c'est juste de la phrase pour exister. Il y a probablement de la jalousie, il y a de la politique, etc. On se souvient des dérapages avec Kylian, etc. Enfin, je ne veux pas dire qu'il reste à sa place, parce que je suis personne pour dire à un maire de rester à sa place, mais il est maire d'une minuscule commune que personne ne connaît en fait, sauf si tu habites dans le coin, tu habites en région Rhône-Alpes, quoi. Donc voilà, c'est toujours la petite phrase qui va faire polémique, et finalement ça marche parce qu'on est en train On en d'en parle. discuter ce soir. Voilà. Mais on en parle pour essayer de justement aider les gens, enfin les gens, nos auditeurs à se faire une opinion et puis à aller voir aussi un petit peu l'envers du décor. Il y avait une sous-question dans ma première question. C'est un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le grand débrief de l'UTMB. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs qui ne l'ont pas écouté d'y aller parce que c'était riche cette émission-là. Mais on n'avait quand même pas eu le temps de parler de l'écœurement de certains chamonniards. Moi, personnellement, j'ai pu discuter avec des gens qui m'ont dit qu'ils étaient écœurés que l'UTMB, ils n'en pouvaient plus. Donc clairement, j'ai pu le constater. C'est certainement une minorité. Ludo, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je me souviens que tu étais frustré la dernière fois qu'on n'ait pas pu en parler. Ouais, mais c'est sûr, l'événement est. Alors, on n'en est pas à la première, hein, et du coup, je pense que l'effet de mode et l'effet de surprise pour les chamonnières est passé. C'est vrai que moi, j'ai pu observer qu'il y en avait quand même un petit peu moins sur les lignes d'arrivée que mes habitués d'avant. Je les ai un petit peu moins vus parce que bon, ils en ont fait le tour et c'est vrai que à la base, il y avait 2 courses, puis 3, puis 5, puis voilà, on a commencé avec un coureur, avec un accompagnant. Maintenant, on est à un coureur avec 4,7 ou 4,17, je sais plus, enfin, accompagnant. Donc, Attends, tu parles de la moyenne la moyenne des trailers ou uniquement des athlètes élites? non, non, des trailers, hein, tout va bien. On avait 10 000 coureurs et on devait avoir 40 000 personnes qui étaient là pour venir encourager, pour pouvoir faire les ravitaux, pour vivre l'événement, les familles. Ouais, ça devient très, très gros et je crois que c'est un petit peu ce qui commence à gêner aussi la population. C'est que l'UTMB et le trail et l'ultra est en train de tout phagocyter cette semaine-là du côté de Chamonix. C'est vrai que, comme disait Robin pour la commune de Saint-Gervais, le trail et l'ultra-trail, c'est pas ce qu'il y a de plus connu aussi dans le monde. Et il y a des gens qui connaissent le Mont Blanc et qui viennent encore à ces semaines-là pour faire le tour du Mont Blanc ou pour faire de la montagne. Et bien là, ils ont plus de place pour eux, quoi. Il n'y a plus de place pour se loger, il y a plus de place sur les sentiers. Quand tu reviens partir pour avoir fait le tour du Mont Blanc, enfin, tu vois. Et tout ça, c'est une semaine qui est consacrée qu'à l'ultra. Et Mais on va bientôt parler, de la Diagonale des Fous. Tu es très bien placé aussi pour savoir à quel point c'est une fête.
on pourrait comparer les deux événements. En Ouais. fait, non, C'est pas celui- on peut pas Non, les on peut pas comparer parce comparer. que c'est un village qui d'un seul coup grossit de manière Exactement. incroyable l'espace d'une semaine, alors que l'île, c'est une île qui, finalement, elle ne grossit pas tant que ça parce qu'il n'y a pas tant de monde qui vient. Par contre, c'est toute l'île qui est en fête et oui, ma comparaison est peut-être, enfin, je me rends compte en Non, le ouais, disant, la on peut comparaison pas n'est la pas bonne. comparer parce qu'il y a 1200 coureurs qui viennent de l'extérieur. Après, c'est que des personnes qui vivent dans l'île. Donc, et puis c'est leur Tour de France à eux. Donc, tout le monde se réveille, tout le monde est là pour faire la fête et c'est l'île. Alors que Chamonix, on vient du monde entier. Et voilà, il y a toujours eu en plus à Chamonix un problème de parking. Et là, quand cette année, quand tu as C'est une 50 000, pression 60 000 incroyable. personnes, eh ben, comme il n'y a pas assez de parking, les gens se gardent n'importe où, donc se gardent devant chez les gens. Enfin, les gens après sont excédés. Enfin, ça peut s'entendre. Tu vois, il y a plein de petites choses à régler si on veut que cet événement mondial perdure, quoi. Et puis, je rappelle qu'il y a une injustice énorme, c'est qu'au moment du départ ou de l'arrivée, qui c'est qui est sur la ligne? C'est toi, là, pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors que les autres, ils sont en train d'être écrabouillés dans la foule. Moi, j'ai halluciné cette année en essayant de rejoindre la ligne d'arrivée un petit peu tardivement. Je ne pouvais plus passer. C'est-à-dire, quand on parle de marée humaine, c'est littéralement une marée humaine. Les gens ne peuvent plus bouger, plus avancer. Il y a un monde terrible, terrible, Ouais, mais terrible il y a aussi, quand on dit ça fait rigoler, mais bah, voilà, vous avez vu ce que c'était qu'une partie de la Kylian Mania. Voilà, aussi. quand Kylian revient s'inscrire, eh ben, on prend 10 000 ou 15 000 personnes de plus. Ça, en plus, il y a des mecs qui écrivent des bouquins dessus et tout après. Enfin, En c'est. plus, qui Oui, les mettent en valeur, quoi. Donc, très bon bouquin, ceci dit, en passant. On parlait bien évidemment de Kiki. On fait la promotion quasiment tous les épisodes, tu as vu? Robin, tu levais la main, je crois, tout à l'heure pour rebondir sur ce que disait Ludo, mais je ne sais plus pourquoi. Oui, oui, non, mais effectivement. Et puis là, je trouve on est aussi un petit peu en train de cristalliser, encore une fois, hein, autour du Mont Blanc. On cristallise Ouais. parfois, peut-être, je trouve un peu trop. Alors, certes, ça prend beaucoup de place et de plus en plus, surtout maintenant avec leur circuit, etc. Mais Sabine en a parlé tout à l'heure quand on a donné un petit peu son actualité. Il y a des trails en montagne où tout va bien, où il y a 200 personnes, où il n'y a pas de problème de parking, non. où il n'y a pas 75 personnes qui font le ravito d'une seule personne. En fait, la majorité, entre guillemets, la majorité silencieuse, tout se passe bien, quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on cristallise aussi autour de l'UTMB parce que c'est un événement médiatique, compétitif, voilà, et qu'à un moment, et effectivement, fin août, ça capte la lumière. Mais je pense que Ludo sera d'accord avec moi. Belle-Île en trail, on peut considérer ça peut-être comme un ultra. Alors, c'est pas un ultra en montagne, mais ça reste un ultra. Je pense que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un Déjà, tu moment es peut-être obligé de garer ta voiture de l'autre côté à Quiberon et tu Oh, viens en bateau. quel enfer, quel enfer. Ah, mais c'est juste magnifique ce Ouais, quoi. coin, c'est juste Ouais, c'est magnifique. magnifique, bien sûr. Et c'est vrai que Donc, une bonne occasion de dire aux gens de regarder autour de chez eux, c'est ça. parce que vous aimez le trail, vous aimez l'ultra trail. En fait, finalement, quand on regarde bien, il y a du choix. C'est Je vais peut-être pas faire. évidemment le Barnum, le grand Barnum. Il y a ça aussi, je pense. Est-ce que je vais m'adresser à Sabine. Est-ce que le fait de participer à un événement, oui, on en parle et oui, on contribue à tout ça, mais le fait de participer à un événement qui est une fête, qui est une exception, où il y a des athlètes incroyables, de vivre ça, comme on va vivre une coupe du monde ou des Jeux olympiques, ça contribue à ça. Sabine, tu as je pense, un avis sur la question. Toi, tout particulièrement, tu devais être là cet été pour courir une course, et puis tu as été malade, et j'espère ne pas te trahir en disant ça, mais tu t'étais pas du tout déçu. En fait, tu étais déçu de ne pas participer à l'émission spéciale de la Bande à des plus, mais pas de venir à Chamonix. Ça t'a pas gêné. Pourquoi? Parce que ça te, cet événement-là te plaît pas plus que ça, c'est ça? Ah, j'aimerais bien dire ça, non, j'étais déçue. Parce que, mine de rien, j'adore le trail du Tétralyre, mais les occasions de faire la course avec les meilleurs, elles sont pas si nombreuses que ça. Et Mmh. je pense pas que j'aurais programmé les Templiers, tu vois, si j'avais participé au grand rendez-vous du TMB. J'aurais eu au contraire envie de faire des courses un peu plus confidentielles. Mais
tu vas pas chercher la même chose sur ces deux types de courses. Et oui, moi, j'étais déçue de me sentir en forme avant de boire de l'eau polluée et de ne pas pouvoir concrétiser ça. Même si, encore une fois, du coup, je suis obligée de m'appliquer ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut vraiment trouver son épanouissement dans l'entraînement. Donc, voilà, je me suis bien épanouie. Mais je n'ai pas pu concrétiser ça par un dossard. Par contre, Donc, là, on parle de la ouais, course et de la confrontation, mais pour l'événement en tant que tel, ce que reproche aussi, je pense, M. Payex, et ce que regrettent les chamoignards, ceux qui en tout cas s'en plaignent, pour cet événement, ce côté massif et monstrueux, entre guillemets, ça, c'était pas ta tasse de thé, c'est quand même ce que tu disais, je pense. ouais, complètement. Ça, par contre, c'est vrai, c'est que moi, du coup, j'y ai participé qu'une fois, c'était l'année dernière. Il était censé y avoir un peu de monde, moins de monde que d'habitude post-Covid. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était trop, quoi. Je me disais, c'est formidable, tous ces gens qui s'intéressent au trail, mais quand même, là, il y a trop de monde. Mais bon, malgré tout, quand Sidas m'a proposé un dossard pour l'année suivante, j'ai fait semblant d'hésiter, mais en fait, j'avais déjà décidé de revenir. J'hésitais plutôt entre différentes courses que Ouais, entre revenir ou pas revenir. tu es à l'image de toutes nos contradictions, finalement. Voilà. Ça cristallise nos contradictions, l'UTMB, un petit peu. Ludo, tu as levé la main? Ouais, je voulais juste dire aussi, puis il y a un phénomène bien français et qui touche aussi les chamonnières, c'est que on n'a pas le droit de réussir. Tu vois, quand ça réussit trop, comme la belle histoire, Ouais. le rêve de la famille Poletti, maintenant qu'il s'est adoubé avec UTMB Group, maintenant, tu n'as pas le droit de réussir. Tu vois, quand c'était tout petit, c'était très bien. C'était machin. Quand tu réussis, en France, on n'a pas le droit de réussir. Donc, c'est aussi beaucoup, malheureusement, il y a aussi beaucoup de jalousie. Ludo, pardon, Hugo, toi qui es le duc de Savoie, autoproclamé, la Savoie, est-ce que les Savoyards sont comme ça, effectivement? Est-ce qu'il y a un côté difficile on n'a pas le droit de réussir? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est Tu concluras ancestral. c'est Tu sais, ancestral. la Savoie, pourquoi les gens y vivent en Savoie? Parce qu'il y a des touristes qui viennent dépenser leur argent. Sinon, on serait tous en train de couper de l'herbe dans un champ. Mais on n'en a, Et, on en a et pas bien tant sûr, on parlé, dit mais que les ouais. touristes, ils sont chiants, tu vois, à chaque fois. Mais il n'y a pas que les Hein? Savoyards. Ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas typique de la Savoie. Oui, mais c'est un coin très touristique. Si tu veux, les Picards, c'est pas touristique, donc la Picardie. Non, j'avoue. Et on n'a pas tant parlé de ça, mais il y a quand même, par rapport aux chamoignards, il y a cet aspect économique. C'est que ce boom-là génère probablement une économie. J'ai aucune idée des chiffres, mais j'imagine que ça explose. L'économie touristique, les commerces, etc. Pendant une semaine, ils font leur gras, les chamoignards, non? Ouais, mais de toute façon, tu le vois dans toutes les stations. Les mecs, en septembre-octobre, des fois, ils bossent pas. Et ils bossent pas non plus en mai. Donc, en fait, ils ont 3-4 mois de vacances à l'année. Puis, alors, le reste du temps, ils sont là. Ouais, tu te rends compte, c'est dur et tout. Ouais, attends, calmez-vous. On dirait un enseignant qui se plaint que son travail est trop dur. Ouais. Pour relativiser quand même, hein. Il y a des mecs qui bossent dans le BTP tous les jours, toute l'année. Ils ont 5 semaines de congés par an. Ils étalent du goudron. C'est bon, on se calme. Hein. Est-ce qu'on peut Non, puis conclure après, là-dessus? si tu habites à Chamonix en voulant chercher le calme, etc., c'est un petit peu. Bon, il y a d'autres villages, hein. Tu peux Il y en a habiter. beaucoup des villages, tranquilles, Ouais, tu peux aller calmes. en Maurienne à Ossois, par exemple. Tu vas être tranquille. Hein. Tu vas à Bonneval-sur-Arc. Il y a un peu de touristes quand même. Mais bon, globalement. Ludo, Ouais, et je finirai là-dessus. Et puis ouais. aussi, pour avoir vécu presque 30 ans à Chamonix, quand je suis arrivé les premières années, il y avait 5 ou 6 boîtes de nuit. Il n'y en a plus qu'une. On a aussi Ah. une population vieillissante à Chamonix. Les gens ne supportent plus rien. On ne peut plus avoir de concerts extérieurs devant les bars de musique. Hein. À 21h, il faut que tout soit coupé. Donc, c'est sûr que monsieur le maire prend des charges tous les jours, mais pas que sur l'UTMB, sur le fait que c'est vrai que les gens payent à plus de 10 000 euros du mètre carré, qui viennent passer la retraite à Chamonix en se disant face au Mont Blanc, c'est le luxe, machin, t'as dit. Mais sauf que maintenant, voilà, on peut plus bouger non plus. Du coup, et tout se rejoint. C'est Robin qui va conclure. Oui, non, mais d'ailleurs, Ludo, ça me fait marrer parce que j'ai appris récemment, j'imagine que tu le savais, que en fait le salon de l'UTMB, et je pense que ça doit être la même chose pour le salon du marathon du Mont Blanc, ça doit terminer, fermer, replier le vendredi parce que le samedi matin, il y a marché. Et ça, je l'ignorais. Exactement.
Ouais. Exactement, Donc, c'est ça. c'est quand même donc voilà, c'est la balance entre faire plaisir à ses administrés, puis le business, etc. Et en fait, c'est simplement parce que le samedi matin, il y a le poulet et les pommes de terre sur le marché Place du Mont-Blanc. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je suis Mais, sûr que juste cette information-là est une vraie information pour beaucoup de monde qui se demandait pourquoi il n'y avait pas ce foutu salon de l'Ultra Trail le samedi aussi. mais moi, je trouve ça bien, là, pour le coup, parce que voilà, enfin, quand tu viens faire l'UTMB, tu viens quand même dans un village. Donc, s'ils ont le marché le samedi matin, moi, je trouve ça normal que le marché soit mieux. Enfin, les producteurs, ils ont envie aussi de vendre. J'ai beaucoup plus de sympathie pour le marché de Chamonix que pour le salon de l'UTMB. Mais... Et de profiter aussi de tout ce beau monde qui est pendant une semaine à Chamonix, en tout cas sur le dernier gros week-end. Allez, merci à tous les quatre et merci à la marque de nutrition sportive NAC, notre partenaire, l'un de nos partenaires officiels de la première saison de la bande AD+. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour attirer votre attention sur un autre podcast animé par les fondateurs de NAC, Mine et Will. Ça s'appelle Ultra Distance. Les deux garçons reçoivent des athlètes d'ultra-endurance, pas uniquement en course à pied d'ailleurs, et ils parlent notamment abondamment de nutrition. Dans le dernier épisode, ils ont reçu un certain Mathieu Blanchard, on commence à en parler beaucoup, pour un débrief de son UTMB et de son protocole de nutrition. On entendra bientôt également Marianne Hogan, Arthur Joyeux-Bouillon et Thibaut Garivier, qui sont d'autres ambassadeurs de NAC. Mais c'est vraiment très cool à écouter. Si vous voulez essayer les produits NAC, je pense notamment à ces excellentes gaufres dont je ne me lasse pas, et je ne le dis pas juste pour la promo, c'est vraiment un sacré péché mignon. On vous offre 15% avec le code LBAD+, plus c'est le signe plus. Rendez-vous donc pour ça sur le site web de NAC, nacbar.com, NAAKBAR.com. On passe à notre rubrique vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Une question et une réponse vrai ou faux. La question, l'affirmation, pardon. Les chaussures des enfants doivent le plus possible être fermes afin que leurs pieds soient bien maintenus solidement pour faciliter leur développement. Et je vais demander d'abord au hasard, Hugo. Ouais, c'est ça, le hasard. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que les chaussures des enfants doivent être fermes pour que leurs pieds soient bien maintenus? Alors, sans aucune connaissance scientifique, par simple déduction, parce que c'est la clinique du coureur, je dirais non. Faux. Ludo. Merde. Faux aussi. Sabine. Voilà, je suis désolée, cette fois c'est trop facile. La clinique du coureur ne va pas dire de porter un plâtre à chaque pied pendant toute l'enfance, donc c'est faux. Bon, Robin, je te demande pas alors. Et si, je crois que la clinique du corps, justement, recommande carrément que ça soit plombé au niveau il me semble, au niveau du talon, pour que l'enfant puisse vraiment poser le talon en premier. Il me Exactement. Et semble. d'ailleurs, C'est une suggestion de Pommeret. Ils ont fait une chaussure pour l'exercice, une chaussure pour les enfants, et ils ont commencé la promo en disant tout ce qu'ils n'ont pas mis, tout ce qu'il faut pas mettre. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire oh là là, mon Dieu, j'ai du mal à parler. Cette chaussure-là avec toute la technologie possible et imaginable, c'était assez bien vu. Donc évidemment, c'est faux, archi faux même. Les enfants devraient passer le plus de temps possible, selon la clinique du coureur, mais selon la science, nu-pied. Pour tous les parents qui nous écoutent, coureurs ou non d'ailleurs, sachez que 4 caractéristiques devraient orienter votre décision lors de l'achat des chaussures de vos enfants. Elles doivent être 1, confortables, 2, flexibles, 3, légères, 4, basses ou disons plus près du sol. Sur ce sujet très sérieux, j'aimerais vous lire un large extrait de la super chronique du docteur Simon Benoît qui a été publié il y a quelque temps sur Distance Plus. Pour la retrouver, je vous donne le titre qui sonne comme un cri, une injonction, mais c'est surtout une recommandation pour la chaussure, pour les chaussures, une recommandation contre les chaussures, bourrées de technologie. Le titre donc, libérez vos pieds et les pieds de vos enfants. Donc je cite le texte du doc Simon. Écoutez ça.
L'étude de l'évolution du pied humain nous permet de comprendre la progression de l'Homo sapiens vers le statut bipède. Une série de lentes adaptations positives a permis au pied de devenir fort, souple et agile afin d'assurer la survie des peuples migrateurs, chasseurs et cueilleurs à travers leur long périple. Aujourd'hui, c'est l'industrie de la chaussure qui a pris le contrôle de nos pieds. Le soulier avait initialement été conçu pour simplement protéger le pied des reliefs du sol. Les fabricants de chaussures de sport, tout particulièrement, ont vite compris qu'il était rentable de vendre des produits équipés de technologies, promettant des gains de performance et de prévenir les blessures. À ce jour, pourtant, aucune étude sérieuse n'a démontré des résultats convaincants en ce sens. Un seul constat, le pied humain s'affaiblit à travers les générations. Les technologies de protection des chaussures modernes le surprotègent et nuisent au développement optimal de sa musculature intrinsèque. Il est bon de souligner que ce triste constat est amplifié par l'augmentation du sédentarisme de nos sociétés occidentales. Des kilomètres de marche et de course ont été remplacés par des kilomètres installés trop confortablement en voiture. La conséquence, c'est que nous assistons à une régression, voire à une dégringolade des adaptations du pied humain, non aux technologies qui promettent de corriger nos pieds. Pour être fort à l'âge adulte, le pied doit être stimulé adéquatement dès la petite enfance. Malheureusement, chausser correctement son enfant est un réel défi pour les parents consciencieux. L'éventail des souliers rigides et surcoussinés offerts sur le marché ne correspond en aucun point aux besoins de nos tout-petits. Les pieds de nos enfants n'ont pas besoin d'être stabilisés ou corrigés de quelque manière que ce soit. Le seul but d'une chaussure est de protéger le pied des blessures et des infections provoquées par les surfaces à risque. Le texte dur comme ça, je le trouve, pas parce qu'il a été publié sur Distance Plus, je le trouve d'une grande clarté et éclairant. Mais en résumé, la chaussure doit être confortable, flexible, près du sol et légère. Je vous laisse donc aller lire l'intégralité de ce texte sur Distance Plus, texte de Simon Benoît. Et pour plus d'informations sur ce sujet qui est très important, puisque c'est le début de quelque chose, et bien d'autres, je vous renvoie, comme d'habitude, au livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied », signé Blaise Dubois et Fred Berg, disponible sur la boutique en ligne du site web de la clinique du coureur. Nico, Oui. J'aimerais bien apporter une toute petite controverse scientifique. C'est que moi, je suis très pro la clinique du coureur Ouais. et je suis complètement d'accord que pour développer les qualités du pied et la force du pied, des chaussures minimalistes dès le plus jeune âge, il n'y a rien de mieux et qu'effectivement, la force du pied, c'est très important dans la performance. Malgré tout, là où j'ai un désaccord avec la clinique du coureur, c'est qu'ils refusent toutes les études qui prouvent que les chaussures avec la nouvelle mousse et la plaque carbone améliorent la performance. Et moi, je pense qu'au stade où on en est, on ne peut pas dire que ces chaussures n'améliorent pas la performance. Si, ça fait gagner du temps. Par contre, effectivement, pour moi, c'est un peu un dopage technologique. Il y a eu une erreur sur le fait, pour moi, de ne pas plus réglementer ces chaussures. Ça fait gagner de la performance. Par contre, je pense qu'il y a un risque de développer des nouvelles blessures, notamment au tendon d'Achille, parce que du coup, ça rigidifie complètement le pied. Mais ça permet aussi apparemment de réduire la fatigue musculaire, donc de s'entraîner plus. Et ça change tout. Pour l'instant, ça touche surtout la route. J'ai vraiment pas du tout hâte que ça arrive dans le trail, mais pour moi, c'est une réalité que ces chaussures… C'est déjà arrivé. Il y a plusieurs marques. Je pense Ouais. à The North Face, qui avait été promu par Pau Capel, qui a lancé. Oui, ils ont été plusieurs à Ouais, je lancer pense qu'ils ont des prototypes qui vont peut-être faire la différence. Et moi, j'en suis triste. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à s'améliorer juste grâce à une mousse, mais Mais c'est la réalité. je reprends ta note au bon et je promets ici d'inviter Blaise Dubois pour Ouais, parler de ce sujet-là. L'inviter exceptionnellement, mais pour parler de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un excellent sujet. Allez, on passe à la suite. Si vous nous écoutez
En ce moment, vous ne vous êtes peut-être rendu compte de rien, mais pour ceux qui nous regardent, ils ont bien vu que le décor a un petit peu changé. Alors, pour rien vous cacher, j'étais dans un studio de télévision d'une école de journalisme où je donne des formations et puis l'agent de sécurité a débarqué et m'a tout simplement, viré de de l'endroit parce qu'il y avait plus d'étudiants, parce qu'il voulait rentrer chez lui, parce que c'était fini et donc on a dû couper court à l'enregistrement. C'est pas courant. C'est la première fois qu'on fait, une émission, en 2 fois, mais je suis sûr que ça va pas changer, grand-chose à la qualité, des débats et on poursuit avec cette question: l'assistance en ultra, en avons-nous vraiment besoin? C'est l'un des meilleurs ultra-trailers français, Germain Grangier, vainqueur cette année du 41 km de la Sky Race des Mathésins, du 83 km de la Swiss Canyon Trail et du 100 miles du Val d'Aran by UTMB, qui s'interroge justement après sa course dans les Pyrénées catalanes. Je vais vous lire un court extrait de son propos, pas tout, pour vous donner un petit peu le contexte de sa réflexion. Préparer, organiser nos affaires pour notre assistance en ultra est un cauchemar logistique et organisationnel. Voiture, boissons, nourriture, chaussures de rechange, veste, lampe frontale. Et s'il fait très froid, et s'il fait très chaud, gants, glace, maillot, manches longues, chaussettes, kit d'urgence, etc. A-t-on vraiment besoin de quelqu'un pour faire le tour du Mont Blanc ou un autre parcours juste pour nous tendre une banane et du coca que l'on peut trouver au ravitaillement? A-t-on vraiment besoin de manger notre purée de patates douces spéciale pour courir vite et peut-on s'adapter et trouver l'équivalent au ravitaillement? Après avoir couru le Val d'Aran by UTMB, c'est quelque chose qui m'a frappé. Il n'y avait que 3 points où nous avions de l'assistance sur le parcours de 165 km. Au début, je pensais que ce n'était pas suffisant, mais là, je ferme les guillemets, il a trouvé ça pas si mal au point de se poser la question de l'intérêt de l'assistance. Je vous laisse aller lire l'intégralité du message de Germain Grangier et notamment ses arguments sur ses réseaux sociaux. Et je vous pose la question à tous, et d'abord à toi, Hugo. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une assistance, d'une équipe de soutien sur tes courses, et notamment lorsque tu cours des ultras? Eh ben, ça dépend parce que si tout le monde a le droit à l'assistance, tu vois, je serais tenté de vouloir faire pareil puisque quand tu passes sur un ravitaillement où on t'autorise à être assisté, on peut te donner directement 2 flasques complètement pleines avec ta boisson d'effort qui va bien, patati patata. Et du coup, tu n'as pas besoin d'aller remplir ta flasque, ce qui te fait perdre peut-être, il faudrait chronométrer, mais on va dire 1 minute grossièrement. Tu n'as peut-être pas forcément besoin de transporter du coup ta boisson d'effort sur toi. Donc, si certains profitent de ça, j'ai envie d'en profiter aussi en tant que compétiteur. Après, on peut aussi avoir les vêtements. Donc, Germain citait dans son post voilà, tout ce qu'on peut. On dit voilà, il fait froid, donc on prévoit une grosse veste, une petite veste, du change, etc., etc. C'est vrai que le ravitailleur à l'UTMB, on dirait un peu une tortue avec un très très gros sac, des chaussures de rechange, etc. Des glacières. La glacière, bah oui, parce que si ta nourriture d'un coup prend le chaud ou le froid, c'est foutu. Donc, si les autres ont droit, c'est un peu, tu vois, moi je continuerai à le faire. Après, si on dit, écoutez les gars, finalement on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, on va vous l'interdire. Ça ne me dérange pas plus que ça, du moment que c'est pour tout le monde pareil. Après, il faudrait juste que les courses affichent bien en amont ce qu'il y a sur les ravitaillements pour qu'on soit quand même pas trop perdu, mais elles sont vraiment très très nombreuses à le faire, donc c'est en général très peu gênant. Il faudrait aussi que les organisations, c'est le cas à l'UTMB et c'est le cas sur d'autres courses, mais il faudrait peut-être le généraliser à d'autres trails un peu plus intimistes, mettre peut-être à un endroit ou deux du parcours les drop bags, une navette qui vient te poser un sac, parce que c'est vrai qu'en cas d'intempérie, se changer une fois ou deux sur un effort de 10-20 heures, c'est quand même appréciable. Voilà, des vraies bases de vie par exemple comme au Grand Trail du lac de Serponçon, où tu as très très peu de ravitaillement, tu as un très grand écart entre les ravitaillements, mais tu as 4 bases de vie où tu as des vrais repas chauds, des vrais lits de camp, etc. Donc pourquoi pas? Moi, je suis vraiment dans le sens de Germain, on peut simplifier ça. En plus, cette année, l'UTMB avait fermé une route pour aller à Champais, pour qu'il y ait un petit peu moins de véhicules dans les vallées. Et finalement, les gens n'ont pas trop compris. C'était fermé pour tout le monde. Mais comment je fais pour y aller? L'an passé, j'y allais.
Du coup, supprimer l'assistance, ça serait plus simple, parce qu'on ne se poserait pas la tête, est-ce que je ne peux pas y aller, vu que je n'ai pas le droit d'y aller. Et on pourrait véhiculer les spectateurs avec des navettes. Donc, du coup, le spectateur arrive à un endroit, il voit passer, je sais pas, les premiers, la moitié du peloton, la fin, ce qu'il veut. Il réserve ses navettes. Et ça éviterait aussi qu'il y ait quelques personnes qui aient voulu outrepasser ces petites fermetures de route, notamment certains teams qui n'ont pas hésité à demander aux mairies de faire pression sur les TMB, ce qui est une pratique un petit peu Cavalière. dégueulasse. Ouais, voilà. Pour être bonne guerre, je dirais pas jusque-là, parce que quand après, ils jouent du violon pour te parler de l'écologie, c'est un petit peu difficile, ce double discours. Mais bon, ça les regarde. Et voilà, donc je suis plutôt d'avis à Germain Grangier, simplifions le bazar. Après, l'UTMB m'avait dit que ça partait d'un bon sentiment, mais c'était un peu trop dur pour les derniers. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas. J'ai plus l'impression qu'ils perdent vraiment du temps. Je m'étais laissé aller une fois à l'échappée belle aussi, un ravito. J'ai tout fait en 5 minutes, puis après, j'ai discuté avec mes proches pendant 15. C'était vraiment pas utile. D'ailleurs, quand je suis reparti, j'avais les jambes un peu raides. Tu vois, par exemple, Mais ça, Mathieu Blanchard, ça s'assoit pas. c'est peut-être, ça dépend beaucoup en fait, parce que ça n'a pas été utile pour toi, ça t'a plutôt plombé. Mais pour d'autres, ce petit moment que tu passes avec ta famille, ça va avoir un effet de boost, au contraire, certainement. Ouais, il faudrait faire un sondage. Hop, on envoie un mail à tous ceux qui ont fait la course cette année. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sans assistance, avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, ça ne me gênerait pas. Sabine, alors tu vas me dire, comme souvent, moi je ne fais pas d'ultra. Enfin, tu vas bientôt faire le grand trail des Templiers où il y a ravitaillement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on peut s'en passer? Puis, est-ce qu'on est d'accord sur un point? Est-ce que le ravitaillement, si on parle des athlètes élites, des athlètes de haut niveau dont vous faites partie, est-ce que c'est un facteur de performance? C'est un élément où on peut gagner du temps ou en perdre, évidemment? Je pense Avec le son, c'est mieux. Avec le son, c'est mieux. Oui. Typiquement, moi, sur le type de course que je fais, donc qui vont durer en gros entre 6 et 8 heures, si le ravitaillement est autorisé et que la course est disputée, tu n'as pas tellement d'autre choix que d'avoir un ravitailleur, parce qu'en fait, sinon, tu arrives à 3 filles, les 2 autres, on leur tend la flasque, toi, tu remplis tes flasques avec les bénévoles et hop, tu as perdu ton groupe, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est plutôt l'inverse. Je me demande à quel moment on a inventé cette histoire de ravitaillement. Je ne sais pas, tu fais du ski de fond, il y a sur les longues distances et tout, chacun gère son ravitaillement par rapport à ce qui est proposé par l'organisation. Et donc, oui, en fait, moi, du coup, j'ai une assistance dès que c'est une course disputée et que j'ai préparée pendant des semaines, parce que c'est bête de tout faire pour gagner une minute et puis de la perdre au ravito. Mais c'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il doit y avoir des auditeurs qui s'y retrouvent. Moi, typiquement, dans ma vie, j'ai du mal à demander service aux gens. Le pire truc qui m'est arrivé, c'est de devoir déménager alors que j'avais un corset. Donc, c'est tous mes amis et ma famille qui ont tout fait. D'ailleurs, c'est très bien fait. J'aurais jamais monté mes meubles aussi bien. Mais de demander aux gens de faire le tour d'une montagne pour me tendre 2 flasques, sachant que si la course se passe bien pour moi, ils ne me verront pas, ça me gêne vachement. Et donc, moi, je serais très, très favorable au fait d'enlever les ravitaillements. Et un des contre-arguments… Les assistances, pas les ravitaillements. Oui, parce que j'aime pas trop courir avec ma maison sur le dos, donc les ravitaillements, c'est très bien. Mais un des contre-arguments qui est revenu, c'est que les ravitaux, finalement, une fois que tu demandes aux gens, c'est vrai que c'est sympa en général, à part si la météo est exécrable ou qu'il y a eu des bouchons sur la route qui te font rater ton coureur ou quoi. C'est quelque chose d'assez sympathique comme partage, mais je pense vraiment que le partage, il peut passer en venant simplement en navette sur un point du parcours, encourager ton coureur, et il n'y a pas tout ce stress de vouloir à tout prix être là à l'heure, de te dire oh là là, si j'arrive pas à me garer, et des gens du coup qui se retrouvent en dette de sommeil, qui se garent comme n'importe quoi et tout. On pourrait prendre les choses de façon beaucoup plus relaxe. J'ai mon ami qui va courir, je vais aller me placer à la fin de cette montée parce que je sais qu'il va craquer, et
ce serait beaucoup plus paisible et en accord avec le trail, je pense. Ludo, avec l'expérience que tu as, est-ce que Sabine depuis quand il y a autant d'assistance? Est-ce que tu as toujours connu des assistances ou est-ce que tu as vu l'assistance se développer sur les événements de trail en particulier? Ouais, elle s'est développée depuis très longtemps maintenant, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis content que Germain ait fait un post là-dessus. Moi, c'est une question qui me taraude depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que je suis hyper partagé et j'avais hâte de tous vous écouter parce que c'est compliqué pour moi. C'est compliqué de trouver voilà, s'il y a ravito ou pas ravito. J'ai un super souvenir de Javier Dominguez Ledo qui fait podium à l'UTMB à l'époque sans ravitaillement. Il m'avait mis la chair de poule et puis l'année d'après, il avait signé avec Vibram. Et voilà, je trouve ça fantastique. Et je me disais, est-ce qu'on doit faire 2 classements? Est-ce qu'on doit faire un classement de gens qui viennent et qui sont complètement autonomes ou un classement avec des coureurs qui se font aider? Donc, c'est vrai que c'est une question qui m'embête un peu parce que quand tu le fais, je viens de voir sur Nice by UTMB, Ragna Deba, qui est d'habitude toujours avec son mari et ses enfants. Là, elle est venue toute Avec Père seule. Aurel. Ouais, exactement. Et elle vient toute seule. Son drop bag n'est pas arrivé au premier ravitaillement ou au deuxième ravitaillement, donc elle n'a pas pu récupérer ses affaires et prendre surtout ses petites pastilles dont elle a l'habitude de sel pour continuer. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Heureusement que tu as précisé de sel quand même. Ouais, de sel. Voilà. Du coup, toi, tu cherches un petit peu, hein. Je trouve que ton fond de teint est magnifique. Je ne sais pas quelle est la marque de ton fond de teint pour que tu caches un petit peu cet œil au beurre noir. Mais sinon, dans un deuxième, non, voilà, de sel. Et ça ne l'a pas empêché de gagner. Et j'ai trouvé ça superbe, quoi. En 2022, voilà, elle a fait péter déjà toutes ses adversaires. C'est la grande reine. Et elle s'est gérée toute seule, malgré le fait qu'elle n'ait pas son drop bag. Et elle a suivi le ravitaillement. Mais d'un autre côté, ce que disait Sabine, c'est que pour l'avoir fait, c'est pas du tout pareil quand tu vas sur le parcours encourager les gens que tu apprécies et quand tu es au ravitaillement pour les aider, pour discuter un petit moment avec eux de stratégie, savoir on change les chaussettes, pas les moments de doute comme on a pu voir avec Mathieu et sa princesse, enfin, tu vois. Donc, du coup, je suis hyper partagé sur cette question-là parce que autant je trouve ça fabuleux de voir des coureurs qui sont complètement autonomes. Et pour moi, ça fait longtemps que je prêche que le trail et l'ultra devraient être complètement autonomes. Je trouve qu'un ravitaillement tous les 8 km, c'est déjà trop. Qu'on mette des balises tous les 50 mètres pour pas qu'ils se perdent, c'est trop. Enfin, voilà, déjà, il y a beaucoup trop d'assistanat. Et c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on revienne à des choses un petit peu plus simples. Mais je peux comprendre que pour les élites, voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment une question où je suis un peu indécis, en fait. Je sais vraiment pas trop ce qu'il faut faire. Robin, toi, t'en penses quoi? Alors, tu es plutôt d'un côté adepte du minimalisme et de l'autre, tu as aussi l'expérience de l'assistanat du côté de je suis l'assistant. C'était le cas d'ailleurs sur l'une des courses de l'UTMB, je me souviens plus laquelle, mais tu as fait de l'assistanat. Quelle est ta position là-dessus, à la fois sur l'intérêt et sur le potentiel en termes de performance? C'est sûr qu'évidemment, en termes de performance, à mon sens, il y a un intérêt de donner la bonne barre au bon moment ou simplement pouvoir glisser le bon mot au bon moment. J'ai pu faire en plus l'assistance à la fois pour l'un de mes meilleurs amis qui est plutôt un coureur que Hugo connaît bien, Moïse Jiménez, que Hugo d'ailleurs a toujours battu pour le coup. Et c'est un gars qui joue De les premiers justesse, rôles. hein, parfois. De Ouais. justesse, Donc, ouais, à tu chaque fois, faisais référence à Casquette Verte, c'est ça, Robin? Oh, joli. Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que voilà, lui, c'est le côté un peu compétition. Il faut aller très vite. Et à l'inverse, j'ai fait l'assistance pour, par exemple, mon papa qui a fait le Grand Raid en 2015 et qui fait Grand Raid en 62 heures. Donc là, c'est le grand écart entre quelqu'un qui joue les premiers rôles et puis mon papa qui, lui, voulait juste terminer. Et en fait,
Je dirais que pour moi, le seul point positif réellement à pouvoir garder des assistances, c'est pour les moments de vie que tu vas garder, que tu vas partager avec les gens. Et que ça soit mon pote Moïse, mon père ou d'autres personnes, c'est quand même des super souvenirs, quoi. C'est quand même des trucs absurdes, des petites phrases ou des situations complètement absurdes, des moments où, enfin, je veux dire, je prends l'exemple de mon papa. Je veux dire, on était en plein cœur du cirque de Salazie. Il voulait manger une tarte à la fraise. Donc c'est compliqué. Et en fait, tu te marres et tu gardes des souvenirs comme ça. Après, au-delà de ça, si vraiment comment dire, il faut se positionner sur le débat, je serais quand même complètement d'accord avec Germain. Je trouve quand même que c'est quand même toujours un petit peu absurde d'avoir une ou parfois même deux voitures qui suivent pour une seule personne qui, lui, bah, est en courant. Je trouve que c'est un peu. Enfin, ouais, il y a un côté un petit peu absurde. Comme tu dis, parfois c'est juste 2 heures de route. En plus, ça dépend des coins, mais parfois c'est 1 heure et demie, 2 heures de bagnole pour le Ouais, voir des 15 grands détours secondes. aussi en voiture Ouais, par rapport au sentier. Ouais, ouais. c'est des tours immenses, hein. Il me semble que si tu fais le tour du Mont Blanc en allant au Chapieux dans la nuit, enfin, je sais plus combien, bah, du coup, je vais pas le dire parce que je sais plus combien de bornes exactement c'est, mais c'est délirant, quoi. Et il y a peut-être aussi même un aspect dangereux, finalement, de prendre la route comme ça de nuit, etc. Enfin, j'ai déjà vu des témoignages de gens qui sont réellement mis en danger de faire une nuit blanche au volant, etc. Et puis bah, finalement, l'aventure, ça reste, comme le disait Ludo, l'aventure, le trail, c'est pas forcément une balise tous les 10 mètres et le morceau de banane au bon moment. Je veux dire, c'est quand même un sport qui est théoriquement est un sport un peu de brute, entre guillemets. Et franchement, on peut aussi se débrouiller. C'est pas la mort du petit cheval si on n'a pas sa barre spéciale. De toute façon, on va la vomir 10 minutes plus tard, donc ça sert à rien, quoi. Et d'ailleurs, Ludo parlait tout à l'heure de l'éventualité de faire 2 classements. C'est déjà le cas, par exemple, pour les FKT, pour Ouais. quand on fait des courses, on a soit avec Assistana, d'une certaine manière, je ne pense pas que ce n'est pas la bonne expression, soit sans. Et du coup, Ouais. le record est évidemment différent, mais on est sur un oui, un pied d'égalité. Ce n'est pas injuste pour celui qui a fait le sentier intégralement tout seul, en autonomie. Exactement. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, j'avais juste l'exemple là, justement des FKT aux États-Unis sur la Nolan's 14, donc les 14 sommets de plus de 14 000 pieds. Tu as vraiment deux records distincts. Tu as celui avec assistance et sans C'est ça. assistance. Et franchement, pour avoir regardé un peu les deux, je ne sais plus s'il a été battu, mais à un moment, c'était Joe Grant qui avait le record sans assistance. C'est beaucoup plus stylé, quoi. Alors, c'est sûr, il va mettre Ah, beaucoup moi, plus oui. de temps, mais c'est magnifique. Le mec, il a un sac, il part à l'aventure. Bon, pour le coup, il y avait un caméraman qui était avec lui de temps en temps pour le filmer, mais, Donc, il devait euh, avoir mais je- un assistana psychologique. c'est ça. Mais il y a un côté, je trouve que c'est beaucoup plus romantique, en fait, d'être livré à toi-même, plutôt que d'avoir une espèce d'assistance façon Formule 1 où tu vas acheter tes flasques par terre, etc. Enfin, parfois, je trouve ça limite, ouais, je sais pas dire dégradant, mais ouais, je sais pas, c'est pas aussi beau que de faire le truc par soi-même, quoi. ouais, Sabine? Ouais. ouais, du coup, en ultracyclisme, c'est la même. Il y a 2 classements. Mais bon, déjà qu'on a un peu un problème de densité sur certaines compétitions, si on divise encore par 2 avec assistance sans assistance, c'est un peu dommage. Mais sur les compotes, là, j'ai une anecdote, c'est que voilà, première fois que j'ai eu une assistance, je crois, c'est au Monténard, là, quand la course était sélective. Ma sœur, en fait, elle me dit, ah ben nous, on n'a rien de prévu ce jour-là. Si tu veux, on vient te voir. Et donc, moi, je lui ai dit, tiling, elle connaît pas le trail. Je lui ai dit, ah, il se trouve que tu veux pas que je te confie un peu de boisson et puis vous venez me voir à Mersavel, que tu me fasses l'assistance. Et du coup, elle y est allée avec mon petit neveu. Et tu sais, maintenant, les enfants à l'école, ils font plein d'écologie et tout. Et donc, les premiers arrivent, ils balancent leurs déchets par terre. Et mon neveu, il était choqué de, que tu sais qu'on puisse jeter des compotes comme ça. Et ma soeur, elle lui disait, non, mais rassure-toi, on va tout jeter et tout. Ouais, voilà. J'ai en tête, parce qu'on parle de l'aspect psychologique, je pense que le coaching est quand même hyper important, en fait, plus que la seconde que tu gagnes en flasque. C'est les mots. Je me souviens d'Antoine Guillon, le grand Antoine Guillon, dans Mafat en 2019.
il a fait partie de la cohorte d'athlètes qui se sont perdus, qui ont perdu quasiment 1 heure à 25 km après être partis. Et il était au bout du rouleau je l'avais interviewé à ce moment-là. Puis il était très posé en disant non, mais je vais abandonner là. Cette course n'a aucun intérêt. Je n'ai plus de jambes, etc. Et puis en même temps, il avait un petit doute que de toute façon, il fallait qu'il retourne à pied jusqu'en haut du Maïdo. À l'époque, on prenait encore le sentier du Maïdo. Et il y avait sa femme qui l'attendait là-haut. Et il avait un petit peu peur de sa femme. Et ça n'a pas loupé. Sa femme, elle lui a rentré dedans. Et si tu t'arrêtes pas, tu continues. Et il a continué. Et bon, il a évidemment terminé assez loin parce qu'en 2019, c'était compliqué. Mais il a fini la course. Et sans à ce moment-là, sa femme, clairement, il arrête. Et combien d'histoires comme ça de personnes qui sont allées au bout parce qu'il y a eu à un moment donné un coaching qui a remotivé. Toi, j'imagine, Hugo, tu as dû te retrouver dans ce genre de situation avec tes parents, non? Pas tant que ça, j'ai jamais trop vécu de grosses remontées ou de changements de rythme. En général, je suis plutôt un peu au même rythme tout le long. Souvent, ça baisse un peu à la fin. Peut-être juste cette année où j'ai quand même beaucoup mieux géré le départ. Du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé à partir de Champais, mes parents, ils sont à fond. Hein. Mon père, il pourrait courir à côté de moi avec une tablette en me récitant les écarts avec les mecs de devant ou de ceux qui remontent derrière aussi. Et c'est vrai que quand il m'a dit « tu es dans le même temps que l'an passé, à la minute presse », ça m'a fait tilt. Tu vois, je me suis dit « tiens, finalement, la fin va dépendre de moi ». Et quand après, j'ai fait des efforts et à Trian, il me dit « tu as 11 minutes d'avance », ouais, c'est vrai que ça m'a pas mal boosté. Après, tu vois, il n'était pas spécialement là pour me ravitailler. Et finalement, tu m'aurais mis un écran géant avec tous les écarts, ça aurait peut-être pas eu la même saveur, mais ça aurait fonctionné aussi. Et vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très bien retransmis l'UTMB, tu as des gens qui l'ont regardé juste parce que ça passait sur l'équipe, même s'ils ne faisaient pas de trail. Tu peux regarder d'à côté et puis tu peux toujours croiser ta famille ou tes amis au départ ou à l'arrivée. Tu veux dire regarder le live en même temps que tu cours. Eux peuvent regarder, pardon, excuse-moi Nico. Ok. Non, parce que je sais que tu es fort, mais quand même. Non, mais en cyclisme, tu rigoles, mais en ultracyclisme, ils font ça. Ils ont sur leur guidon, ils ont le smartphone et ils regardent si les autres ils dorment et tout. Hein. Ceci dit, aux Canaries, on a sorti le téléphone avec Clément. Mince, j'ai bouffé son nom. Pour regarder notre place à 1h30 de l'arrivée. Sur le live trail, genre? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, mais ça, il avait bugué. Clément Desilles, non? Clément Desilles. Joli. Bien joué, Robin. Juste pour clore la discussion, parce que j'en ai parlé dans le sommaire, j'ai pris l'exemple de Mathieu Blanchard et d'Alix Noblat, parce que ça a été très médiatisé, la façon dont ils font les ravitaillements, dont Mathieu fait les ravitaillements extrêmement rapidement sur un 100 miles. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, mais est-ce que vous pensez que Mathieu sans Alix, à ce moment-là, fait le même UTMB ou les mêmes courses, parce qu'en fait, ils sont rodés sur plusieurs courses. Est-ce que ça change quelque chose à la performance au final? Qui peut répondre à ça? Ludo. Vu la soufflante qu'il prenait au ravito, à mon avis, il ne faisait pas le même temps. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a aussi des gens, et là, j'ai des noms, mais je les citerai en off, par peur de représailles, bien évidemment, qui sont dans une sorte de complaisance, une espèce de confort, etc., familial, etc., et qui vont peut-être avoir plus tendance à soit se laisser aller un petit peu à leur fatigue, etc., ou carrément abandonner, parce qu'il y a le confort, la possibilité d'avoir une voiture tout de suite, de pouvoir monter dedans, d'être rapidement à la maison. Et finalement, quand tu es tout seul, tu es tout seul, quoi. Alors effectivement, quand c'est dur, c'est peut-être plus dur. Par contre, tu n'as pas le choix, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc, c'est double tranchant, quoi. Tu as quand même l'anecdote de quand Ludo Pommeret gagne l'UTMB, s'il y avait eu du réseau, la légende dit que Philippe Propage avait suggéré d'abandonner parce qu'il y avait les mondiaux juste après et qu'il était dans les choux et qu'en fait, lui, il avait envie de finir absolument parce qu'il n'avait pas encore fait. Pas de réseau, il a continué, il a gagné. Donc oui, forcément, il y a plein de faits de course, mais ça, de toute façon, même si tu enlèves l'assistance, il restera des gens pour t'encourager, comme Mathieu Blanchard qui dit qu'en fait, cette idée de passer sous les 20 heures, c'est un spectateur finalement
qui lui a Absolument, en haut de la suggéré fougère. en haut de la dernière descente, un spectateur anonyme que peut-être on retrouvera un jour. Donc ouais, il y a plein de faits de course, mais c'est ça qui fait l'aventure, ça c'est chouette. Et c'est vrai que du coup, il gagne 5 minutes dans la descente sur Kylian Jornet. Enfin, il reprend 5 minutes à Kylian sur la descente. Mais le plus emblématique, je pense, c'est à Trian, quand il arrive et qu'il se met à pleurer parce qu'en fait, il se rend compte qu'il va trop vite, qu'il a trop mal et qu'il reste trop de kilomètres pour aller au bout. Et que, alors après, Ouais. Mais c'est là où Alix, elle lui permet de ne pas sortir de la course. Exactement, mais moi, c'est la question, elle est surtout là. Est-ce que à ce moment-là, à Trian, quand il arrive à Trian, si Alix n'est pas là parce qu'il n'y a pas le droit d'assistance, est-ce que Mathieu fait la même fin de course ou est-ce que les larmes prennent le dessus, enfin la douleur et les larmes prennent le dessus? Mais elle aurait été là, moi, je pense, même sans assistance, hein, parce que après, tu peux avoir des gens qui t'encouragent, tu vois. C'est juste que quand tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas cette obligation d'être présent à chaque point, mais je pense Ouais, qu'Alix aurait quand même essayé d'être là à tous les points, donc on saura jamais. Mais toi, souvent, quand c'est à moitié, Nico, j'ai tellement d'exemples des meilleurs au monde qui ont eu à un moment, tous ont connu ces moments de craquage. Je me rappelle de Caroline Den, que ce soit Virginie Board, Anne Guyon, Cathy Chavret. Elles ont toutes à un moment ou à un autre dans une course d'ultra où leur mec était… Ouais, où leur mec était en tête et qui voulait arrêter parce qu'ils avaient mal partout, où ils étaient deuxième ou quatrième pour aller chercher la troisième place, elles ont été déterminantes. Mais il y a le mari de Caroline Chavreau qui lui fait ramener Warzone aussi, dans l'autre sens. Hein. Oui, mais moi je pense que c'est une vraie aide. C'est une vraie aide. Hein. On connaît encore, et ça sera le sujet d'après, mais on connaît encore peu comment fonctionnent nos décharges électriques dans le cerveau et qu'est-ce qui fait que un petit mot, un sourire, un regard, un applaudissement puisse te faire te transcender et repartir à la gagne, quoi. Ça, absolument. Et il y a encore à chercher. Dans le cas de Germain Grangier, lors de son UTMB qu'il a abandonné après le Val d'Aran, lui, il ne pouvait pas avoir le soutien de sa femme puisqu'elle l'a gagné l'UTMB, Cathy Scheid. Donc, il s'est retrouvé un peu tout seul. Enfin, là, je fais l'histoire à ma sauce, mais juste pour l'anecdote. Et je termine quand même avec ses arguments. Je disais tout à l'heure de les renvoyer pour finir le débat. Lui, ce qu'il disait, ce qu'il mettait en avant, c'est que si on arrête les ravitaillements, les ravitaillements, si on arrête l'assistance, que ce soit pour les athlètes de premier plan ou les derniers, on réduit le nombre de voitures, vous en avez parlé, de personnes qui circulent autour de la course, on réduit la quantité de préparation avant la course avec notre assistance. On utilise seulement les ressources de l'organisation de la course, que ce soit l'assistance alimentaire ou médicale. On rend les courses plus équitables pour les coureurs qui voyagent seuls et qui ne trouvent personne pour les assister ou qui n'aiment pas demander, comme Sabine, à des gens de venir les aider, etc. etc. D'ailleurs, pour finir là-dessus, Nico, pour toutes ces personnes, tu vois, on va le vivre du côté de la diagonale. DAF et tous ces universitaires, à la diagonale, on a une team qui est dédiée à tous les élites et tous les coureurs qui ont besoin de pouvoir avoir des ravitaillements. Sans avoir quelqu'un avec eux. Exactement. Donc, excellent. C'est chouette aussi. Allez, on passe à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail. On fait aujourd'hui un arrêt à la station de trail du Beaujolais. C'est à 1 heure de Lyon environ, au nord de Lyon et à l'ouest de la Saône et du Rhône. Le territoire du Beaujolais a plusieurs visages, plusieurs paysages qui sans doute vous vient immédiatement en tête. C'est le vignoble du Beaujolais, mondialement connu. Mais le Beaujolais vert, c'est aussi des reliefs vallonnés, de la moyenne montagne, des paysages de forêt, des landes, des pâturages. Il y a aussi un lac, le lac des Sapins, considéré comme la plus grande baignade biologique d'Europe. Et il y a d'ailleurs un petit parcours de trail de 5 km tout plat qui en fait le tour. C'est le parcours numéro 1. La géologie du Beaujolais, dans le Beaujolais, est exceptionnelle. On y trouve une immense diversité de roches et plusieurs types de végétation avec des espaces naturels verdoyants, une zone humide et un site exceptionnel, celui du Géoparc du Beaujolais, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les parcours de trail de la station du Beaujolais sillonnent donc tous ces paysages. Et l'avantage, c'est que ceux qui ne veulent pas faire de dénivelé seront servis. Il y a plusieurs parcours sans montée ou presque, mais les amateurs de D+, aussi. Alors, c'est vrai, on n'est pas en haute montagne, mais pour vous donner une petite idée, il y a par exemple 2 parcours ascensionnels. À Beaujeu, vous pouvez grimper 540 mètres en seulement 2,7 km, avec à l'arrivée une vue imprenable sur toute la vallée de l'Ardière, depuis la croix de Rochefort. Il y a un groupe de trailers d'ailleurs adeptes de cette belle grimpette qui se fait appeler les fous de la croix de Rochefort. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais on les salue en passant. Et à Claveyzol, vous pouvez faire des montées de près de 400 mètres de dénivelé sur moins de 3,5 km. Concrètement, la station de trail du Beaujolais Vert, c'est 420 km de sentiers répartis sur 35 parcours, 14 parcours verts, autrement dit courts et faciles, 11 parcours bleus et 10 parcours plus difficiles, rouges. En gros, ce sont tous les parcours de plus de 20 km et le fameux kilomètre vertical de Beaujeu dont je parlais tout à l'heure. Alors, kilomètre vertical, on s'entend, ce n'est pas un vrai kilomètre vertical puisqu'il ne cumule pas 1000 mètres de dénivelé. Je vois Robin qui me fait coup-ci, coup-ça. Mais enfin bon, bref, vous comprenez l'idée. C'est une course ascensionnelle. Pour les amateurs de sortie longue, il y a le parcours numéro 16, c'est un beau 32 km pour 1420 mètres de dénivelé au départ de Claveyzol qui vous mènera à la forêt de Pramenou et au sommet du mont Soubran. C'est aussi, je crois, sur le parcours de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert qui se déroule tout ce week-end dans l'ouest rhodanien. Et alors, le hasard faisant tellement bien les choses, on a avec nous l'ambassadeur du trail du Beaujolais Vert, de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert. C'est Hugo Ferrari, ambassadeur tu prends le relais de François Daen, dis donc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce coin de pays pour leur donner envie d'aller fouler les sentiers du Beaujolais? Ouais, fais-nous rêver. C'est vrai que François, maintenant il vit complètement à Arèche, donc ça fait un peu loin tout ça. Un petit peu loin. Ouais. Et moi, par contre, je me rends sur le trail chaque année pour l'animer, donc ça s'est fait un peu dans cette logique-là. Et effectivement, c'est très très bien organisé. En fait, ça s'appuie sur la communauté de communes de l'Ouest rhodanien qui travaille avec tous les clubs locaux qui fassent de la course à pied, du triathlon, de l'orientation ou du raid multisport. Donc, ça fait un bel événement avec beaucoup de bénévoles pour le coup. Ils sont, même s'il faut toujours aller les chercher, hein, ils sont bien présents. C'est une très, très belle fête pendant à peu près 24 heures. Et moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est la proximité géographique parce que tu sois de Savoie, Haute-Savoie, du Rhône évidemment, ou de l'Auvergne, tu as 1h30, 2 heures de route. Donc, c'est pas très, très loin. Ça te fait des jolis parcours au début octobre, là, avant de plonger dans le vrai automne, puis l'hiver. Et au début, tu as l'impression que c'est un peu juste des collines comme ça, mais finalement, ils vont te chercher quelques beaux pétards qui poussent quelques coureurs à prendre les bâtons, hein, tout de même le vainqueur de l'an passé, hein, Jérémy Marin, qui venait de Haute-Savoie, qui a été agréablement surpris par les quelques 5000 mètres de dénivelé sur un grand parcours. Donc, ça se découvre, tu as vraiment un terroir, tu as les ravitaillements qui sont dans des petits villages un peu typiques où tu retrouves justement les habitants de ce village qui tiennent le ravitaillement à plusieurs. Donc, une vraie bonne ambiance. Tu passes dans une étable, pareil, qui sert de ravitaillement. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Hein. Franchement, c'est simple, c'est efficace, c'est à la bonne franquette, mais sans bémol, quoi. Excellent, tu as fait hyper bien ton boulot d'ambassadeur. Ah ouais, un professionnel. Parmi les 35 parcours, alors attention, je dis 35 parcours, mais ça inclut pas mal d'ateliers pour vous entraîner en trail. Élodie Pourra, qui est l'une des spécialistes rando et trail dans le Beaujolais, vous recommande le grand tour du Mont Saint-Rigaud, c'est le parcours 22. C'est un 25 km pour 850 mètres de dénivelé au départ de Monzol, qui vous montre un autre visage du Beaujolais, selon Élodie. Il y a de superbes points de vue, surtout depuis la fameuse tour située au sommet du Mont Saint-Rigaud, qui domine tout le département du Rhône, du haut de ses 1012 mètres d'altitude. Contrairement à la plupart des sentiers, il y a des portions très techniques, notamment en descente, avec des racines et surtout beaucoup de cailloux. On traverse aussi plusieurs fois le ruisseau. Il y a plusieurs ruisseaux, pardon, pas plusieurs fois. Et il y a des parties en forêt bien agréables également. Globalement, les sentiers de cette station de trail sont très accessibles, relativement peu
technique. Et puis, il y a beaucoup de trails. On a parlé à l'instant de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, mais il y a beaucoup de trails tout au long de l'année, ce qui nous laisse bien penser que c'est une terre de trail et puis de terroir aussi. Alors, on peut boire du Beaujolais. Et il y a souvent des bouteilles qui sont parmi les cadeaux pour les coureurs. Il y a aussi le saucisson au gène. C'est un saucisson au vin, apparemment. Je n'ai pas eu le plaisir d'y goûter. Pour plus de détails sur ces 35 parcours, les 35 parcours de la station de trail du Beaujolais Vert, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. Et je vous propose maintenant de passer à la question entraînement, la question Nolio. La question Nolio. Avec cette nouvelle question, doit-on absolument dépasser ses limites pour progresser? Et le cas échéant, comment on dépasse nos limites? Je me suis inspiré pour cette question de ce bouquin qui est sorti au début de l'été, je crois, donc de Chloé Lantier, Sans limite. Elle rentre dans les moindres détails, je ne vais peut-être pas exagérer, mais sur l'importance du cerveau dans la capacité que l'on peut avoir à se dépasser. J'ai envie de poser d'abord la question à Sabine, parce que je pense qu'on peut dire que c'est l'une de tes collègues à l'international. Elle vit à Chamonix, ceci dit, elle ne vit plus au Canada. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sabine? D'abord, est-ce qu'on doit absolument se dépasser? Puis ça veut dire quoi, se dépasser, pour progresser? Ah, là, tu as pointé ce que je voulais dire. C'est vrai que pour moi, dépasser ses limites, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si tu dépasserais vraiment tes limites, tu meurs. Mais je pense qu'effectivement, enfin, j'en suis certaine, on croit tous que nos limites, on croit tous à certaines limites et que nos limites réelles sont plus larges. Et tu peux jouer sur tes limites aussi au fil de ta vie en t'entraînant. Donc, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort, comme on l'entend aussi souvent? Si tu veux performer, oui, forcément, parce qu'en fait, quand tu t'entraînes, tu crées un stress et c'est le fait de récupérer de ce stress qui te fait progresser. Donc, forcément, il va falloir créer un stress. Après, il faut arriver à doser le stress parce que si le stress est trop important et que tu n'en récupères pas, tu te retrouves en surentraînement donc tu ne progresses plus. Voilà, donc grâce à toi, j'ai pu quand même un peu feuilleter l'ouvrage de Chloé Lantier, donc ça m'a donné envie de C'est la grâce à connaître. l'éditeur qui nous a envoyé le PDF. Parce que du coup, elle est biomécanicienne, elle s'intéresse au psychisme, elle dit aux gens de ne pas trop croire leur cardio et tout, ça me plaît bien comme approche. Après, faut pas tomber non plus dans les phrases bateaux du développement personnel. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, si tu dis les mêmes injonctions à deux personnes, voire même à la même personne à deux moments de sa vie, ça va provoquer complètement quelque chose de différent. Une personne qui a tendance à peut-être pas avoir confiance en soi, à pas se rentrer dedans et tout, tu lui dis ça, tu lui dis vas-y, va dans le dur et tout, tu vas lui faire prendre confiance en elle, elle va se rendre compte de quoi elle est capable, elle va progresser. Une personne un peu perfectionniste qui a tendance déjà à en faire beaucoup, mettons quelqu'un qui est à la limite du surentraînement, déjà un peu en surmenage, si tu lui dis ouais mais si tu veux progresser, faut pas écouter ta douleur, faut se rentrer dedans, ben du coup tu le culpabilises d'avoir déjà des résultats qui sont pas top, il en fait encore plus et puis hop, surmenage et on le revoit plus. Donc j'ai un peu du mal avec les mêmes phrases assénées à deux personnes différentes. Et voilà. Se connaître est une base essentielle pour la suite, en fait, parce qu'il y a souvent cette phrase qui dit « la douleur n'est qu'une information, il faut aller au-delà ». Mais si tu te connais, tu sais probablement mesurer à quel point la douleur est, entre guillemets, en train d'être fatale ou pas. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir à quel degré de douleur tu es prêt. Par exemple, tu vois, Courtney de Walter, elle parle de Pain Cave, où en fait, elle dit
dans une interview, elle disait que j'avais entendu, là, si j'ai bien compris, parce que c'était en anglais, mais en gros, elle disait qu'au début, elle cherchait un petit peu à repousser au plus tard possible le moment où elle commencerait à avoir des douleurs, comme je n'en connais pas puisque je ne fais pas d'ultra. Et en fait, qu'après, elle s'était dit, bah, en fait, cette douleur, elle fait partie de l'ultra. Donc là, on ne parle pas de la douleur d'un ménisque pété ou je ne sais quoi, hein. C'est de la douleur parce que l'effort est long et au-delà de ce qu'on fait au quotidien. Et elle disait qu'elle allait chercher, qu'elle savait que c'était ça qu'elle allait chercher sur l'ultra, qu'elle l'acceptait et que ça lui permet finalement de gagner des courses. Et pour ça, il y a quand même un excellent modèle de notre chercheur français Guillaume Millet qui parle du modèle de la chasse d'eau. Donc en fait, pour faire bref, pendant l'effort, on peut représenter un petit peu la fatigue qui apparaît par donc une chasse d'eau qui se remplit petit à petit. Donc, tant qu'il y a peu d'eau au fond de la chasse, on est bien, on peut continuer à pousser l'effort. Et en fait, le but, c'est de commencer la course avec un réservoir le plus vite possible. Et puis après, le remplissage se fait en fonction de l'effort. Et le principe, c'est que quand le bouchon monte, qu'il arrive dans le orange, tu arrêtes l'effort et qu'il y a une réserve de sécurité encore en haut. Donc, si tu acceptes que ta réserve de sécurité se réduise, tu vas pouvoir pousser plus fort. Et puis après, il y a tous les mécanismes qui font que ta chasse d'eau aussi se remplit moins vite. Donc, c'est le fait d'être bien entraîné, le fait d'avoir dormi avant la course, le fait d'être reposé mentalement parce qu'on sait que si tu sors d'un examen, par exemple, ta perception pour un même effort va être plus élevée. Donc, oui, pour moi, en fait, si tu veux progresser, forcément, et c'est vrai pour tous les domaines de la vie, hein, il faut un petit peu aller au-delà de son confort, mais je n'aime pas l'injonction toute bête à l'emporte-pièce, sortez de votre zone de confort, qui sous-entendrait aussi que quelqu'un qui ne progresse pas, c'est juste parce qu'il refuse de sortir de sa zone de confort. Non, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais je vais laisser la parole aussi aux collègues pour s'exprimer sur le Ludo, en sujet. l'occurrence, qui a on va sortir la carte coach et coach de motivation, puisque c'est beaucoup de ça qu'il est question, la motivation. Tu parlais tout à l'heure du cerveau. T'en penses quoi, toi, Ludo? Et là, on n'est vraiment pas en train de parler uniquement aux athlètes élites. C'est un reproche qu'on peut nous faire. Parfois, les auditeurs ont l'impression qu'on ne parle que de ça, mais non, on parle à tout le monde. C'est vraiment quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis plutôt à l'arrière du peloton. Je suis complètement concerné. Si je veux progresser, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant pour me motiver et à aller me dépasser, entre guillemets? Ben, après, on a souvent les limites qu'on se donne, mais c'est valable dans tout, dans les études, dans le métier qu'on veut faire. Voilà, on a chacun nos propres croyances qui ont tendance souvent à nous limiter, et sans parler que d'entraînement, comme Sabine l'a bien fait. Là, il y a d'autres mécanismes. Moi, je pense que, enfin, voilà, il faut. C'est ce qui a le plus compliqué pour moi quand tu dois coacher des personnes, quel que soit le niveau, c'est de trouver ces déclics ou trouver le bon argument pour lui faire passer un step, pour lui faire passer un étage. Et moi, je suis un très, très grand fan depuis de nombreuses années d'un garçon, bien sûr, tout le monde ne peut pas lui ressembler, mais qui est Mike Horn, et qui a été faire des expéditions et qui a poussé les limites, et il m'a appris énormément de choses en lisant ses bouquins, en ayant la chance de discuter aussi avec lui, quoi. On a au niveau, en tout cas au niveau cérébral, et moi je suis pas un chercheur, donc moi je me suis fait tout seul, mais je sais qu'on connaît pas encore assez de choses, on ne sait rien de ce qui est capable où est capable de nous emmener notre cerveau, quoi. Et c'est ça, moi, qui me touche plus. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps encore, mais j'ai envie de lire ce livre que tu nous as gentiment envoyé, parce qu'elle a trouvé quelques solutions apparemment pour aider les autres à aller un peu plus loin, et des mécanismes. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et elle revient beaucoup là-dessus, sur le fameux why, le pourquoi, et elle en fait un socle. Tant qu'on n'a pas clairement identifié notre pourquoi,
on ne peut pas en fait avancer parce qu'il ne faut pas que le pourquoi soit grosso modo. Il faut que le pourquoi soit extrêmement précis. Hugo, ton pourquoi, tu le revois régulièrement. Tu te poses réellement cette question régulièrement. Puis je le dis tout de suite parce que l'heure tourne et je sais que tu vas probablement devoir nous quitter avant la fin de Ouais, le l'émission. gardien arrive. Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent, à un moment donné, Hugo va Il y disparaître. a le gardien qui arrive, là, je l'entends, il est vénère. Fais gaffe, il est vraiment pas commode. Et il a trouvé ton Il a adresse. pris l'avion exprès. Non, ouais, bon, je fais pas un sport vraiment très, très dangereux quand même. Quand tu lis des livres d'alpinistes ou d'apnéistes, tiens, d'ailleurs aussi, ça marche. Il y a quand même des choses, ouais, il y a quand même des mecs dans le monde qui font des trucs relativement extrêmes, quand même des fous furieux. Nous, bon, si tu veux, c'est dur, mais on est sur un parcours, voilà, comme disait Ludo, il y a un petit fanion tous les 50 mètres. Tous les 15 km, on peut boire si on a un petit peu soif. Bon, ça va, c'est pas. Après, on choisit de forcer, mais on n'est pas quand même trop en danger. En plus, on a une veste déperlante, alors tu penses. Hein. Du coup, moi, je vais chercher un peu de motivation, mais c'est vraiment pour pousser un peu le corps dans un contexte quand même confortable et sécuritaire. Donc, j'ai une attitude un peu simple, c'est que je me dis, voilà, cette année, j'ai dit que je faisais ça, j'ai dit que je prévoyais ça. Bah, maintenant, je vais essayer de faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et puis, le jour J, bah, je suis face à l'attente du résultat. Donc, bah, il faut y aller, il ne faut plus regarder en arrière, plus se retourner. Et en fait, je m'interdis d'avoir le choix. C'est-à-dire, j'utilise une stratégie simple, c'est que je dis à tout le monde ce que je veux faire. Comme ça, au moment Haut et où je dois me fort. lancer. Tu utilises même d'ailleurs ton podcast que je recommande, où tu lui. En fait, je me suis rendu compte que tu utilisais ton podcast beaucoup pour cette motivation. Effectivement, tu dis les choses au maximum. Tu prends tous tes auditeurs à partie. Ouais. Surtout le journalier. Oui, par exemple, je te ponds une stratégie alimentaire avec mon sponsor Baou de A à Z. Du coup, si d'un coup, il y a un mec qui me voit attraper 3 tucs au ravito et m'enfiler du coca au kilomètre 30, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas avant le kilomètre 140, ben, tu vois, les gens peuvent dire, ah ben alors, qu'est-ce que tu as fait là? Tu nous as menti là alors. Donc, si tu veux, c'est vrai que je délègue un peu la motivation. Je pense que c'est encore différent de ce que voulait dire l'ouvrage. Et c'est pour ça que il veut dire beaucoup. Enfin, franchement, ça va dans tous les sens. Hein. Enfin, c'est très très vaste. Il y a pas. Je pense pas qu'il y ait il y a pas une seule direction. À peine quelques écrits de Kylian sur l'alpinisme qui sont loin d'englober toute la discipline. Il y a quand même beaucoup de choses qui me font vraiment rêver et qui me fascinent. Ouais. Mais et je termine là-dessus avec toi. Est-ce que quand tu te mets dans le mal, quand ça va pas bien, et ça aussi, tu arrives à avoir d'une certaine manière l'honnêteté de le raconter. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à outrepasser ça? On a dit de passer, mais je pense au Seigneur des Anneaux souvent. J'aime bien le truc moyenâgeux un peu. Ça me rappelle qu'il ne faut pas trop se caresser peut-être. Non, ouais, j'aime beaucoup l'aspect où il faut se sortir les doigts, quoi, où tu te fais violence toi-même. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à être encouragé par, tu vois, Ludo, il disait, ton compagnon, ta compagne, ça me fait plaisir, mais ça me motive pas spécialement. Alors que tu me mets un sergent-chef qui a envie de me mettre des droites, comme ton gardien, là, tu vois, lui, tu l'appelles pour faire l'assistance à l'UTMB. Salut. Là, c'est impeccable. Là, j'adore, là, je suis dans le truc, là. Et puis quelque part, quelle que soit la difficulté de l'effort, tu l'as choisi quoi, par rapport à des gens qui ont une vie super dure, qui doivent affronter des choses, une maladie grave ou je ne sais quoi. Un ultra, c'est quand même toi qui prends ton dossard et qui dit allez, j'y vais, je me mets dans le mal. C'est encore pire, hein, tu as payé pour y aller. Ouais. Oui, Sabine, mais on a quand même de plus en plus, avec l'augmentation, la popularité des trails, on a aussi beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont partis sur un coup de tête, un petit délire, je veux le faire, mais n'ont pas forcément affûté leur pourquoi. Ouais. Donc oui, ils sont responsables du choix d'être là sur la ligne de départ, mais enfin, si on parle d'une course, parce qu'on peut aussi se dépasser totalement en dehors des courses organisées. Je vais te remercier et te saluer, mon cher Hugo, parce que je pense que le temps est arrivé, puis je vais donner la parole à… Je peux gratter 12 minutes, Nico. Allez, on va te garder un tout petit peu alors, mais tu peux disparaître quand tu l'entends.
sans Si tu arrives à souci. me mettre le coup de cœur en 12 minutes, on Ouais, c'est vrai que tu veux le coup de cœur. On essaie de se dépêcher. Robin, qui n'a pas parlé sur ce sujet-là, toi, tu as des histoires à n'en plus finir. On pourrait faire certainement un podcast à part entière avec toutes les histoires de mecs qui se sont dépassés, des mecs ou des femmes, bien évidemment. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet, le dépassement de soi? C'est un plaisir pour toi d'aller chercher ceux qui se dépassent. Ouais, c'est magnifique, hein. Moi, j'ai vachement de tendresse et d'admiration pour ceux qui vont vraiment au bout du bout. À la Sans... mort, comme disait Sabine tout à l'heure. Oui, voilà, non, non, mais tu vois, moi, c'est bon, on va reparler du GR20, encore une fois, désolé, j'ai tellement envie d'être adopté par les Corses que j'en parle tout le temps. En fait, ça m'a fait rêver la tentative et le record de Guillaume Peretti. J'espère que j'ai bien prononcé avec l'accent Moi, je corse. pense que oui, hein. Pas mal. Voilà, parce qu'il est allé au bout de lui-même sur une épreuve qui était la traversée du GR20, qui était extrêmement difficile. Et il a vraiment été au bout du bout. Et j'ai vachement d'admiration pour les gens qui font ça, et quel que soit le niveau, hein. Là, on parle de Guillaume Peretti qui fait un record. Ça peut être un Kylian, effectivement, qui souffre, par exemple, là, sur la dernière course de quartier. Mais ça peut être aussi le dernier d'un ultra, ou pas forcément d'un ultra. Donc, j'ai vachement d'admiration pour les gens qui vont au bout d'eux-mêmes. Et en même temps, je suis aussi très fasciné par un gars, par exemple, comme Stéphane Brognard, qui a une approche complètement différente, qui ne se revendique pas du tout être dans la souffrance. Il dit justement qu'il déteste être dans la souffrance, et c'est pour ça qu'il s'entraîne, c'est pour ne pas souffrir le jour J. Alors après, toute proportion Il va la gardée, chercher, mais la souffrance, quand même, hein. oui, bien sûr, mais je veux dire, toute proportion gardée, c'est pas quelqu'un même qui va être dans la démonstration absolument, ravitaillement, etc. C'est dur, etc. Bah, comme il dit avec son accent, bah là, je suis obligé de prendre l'accent vosgien. Il dit, ouais, c'est pas dur, faut arrêter de dire que tout est dur. Donc, j'aime bien aussi cet état d'esprit de, on y va de son plein gré. Alors évidemment, l'entraînement va permettre au corps de s'adapter à force de l'agresser, etc. En réponse à l'agression, il va progresser. Et puis à un moment, on y va de son plein gré, etc. Effectivement, oui, c'est dur, on se dépasse, etc. Mais c'est pas non plus. Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, beaucoup plus dures. Donc, j'aime bien aussi cette approche. Donc, ce qui permet à la fois de se dépasser tout en restant relativement simple et n'en faisant pas des caisses. Enfin, par contre, autant j'aime les gens qui se dépassent, autant je déteste les gens qui vont se faire passer pour des héros alors qu'on parle juste d'un loisir, en fait, quoi. Voilà, donc, c'est un peu mon ressenti et c'est vrai que l'aspect mental, Stéphane Brognard en parlera mieux que moi, il est formé là-dessus, mais l'aspect mental est déterminant sur des épreuves comme ça, c'est incroyable. En fait, c'est le moteur de tout le reste, de toute la charge physique qu'on va s'infliger éventuellement. Ça commence dans le cerveau. Du coup, je vous recommande de nouveau ce livre, Sans limite, de la Canadienne Chloé Lantier. C'est aux éditions Paulsen. Il n'y a pas du tout de partenariat avec ce livre, hein, je le souligne, mais ça nous a inspiré cette belle question. Et puis, je fais un mot sur notre partenaire. Par contre, j'allais passer directement au coup de cœur, tellement je suis pressé pour Hugo. Mais merci évidemment à notre partenaire Nolio, super plateforme d'entraînement en ligne. Et en l'occurrence, j'ai quelque chose à vous dire parce qu'il y a du nouveau. Dorénavant, vous avez la possibilité d'abord de chercher un entraîneur si vous n'en avez pas, un entraîneur particulier, mais aussi d'acheter un plan d'entraînement spécifique. Par exemple, si vous voulez préparer un 10 km, un marathon, un trail de 80 ou de 160 km, il y a des plans qui sont sur Nolio pour ça. Ou tout simplement, si vous voulez travailler spécifiquement les montées, spécifiquement les descentes, etc., allez voir ça. Il y a quand même beaucoup de choix de plans d'entraînement. Pour vous aider un petit peu, donc vous allez sur le site web de Nolio, nolio.io. Vous cliquez par exemple sur plan d'entraînement. Là, tout en haut de la page, vous avez le choix entre entraîneur ou plan d'entraînement. Si vous choisissez plan d'entraînement, vous choisissez ensuite pour quel sport, exemple course à pied, mais il y a aussi vélo et d'autres sports qui sont à disposition. Puis ensuite, vous allez un peu plus spécifiquement. Par exemple, dans la course à pied, vous allez avoir le trail, l'ultra trail. Pour le vélo, vous allez avoir le VTT, le home trainer, etc. Donc, dorénavant, vous avez cette possibilité sur le site de Nolio. Et puis avec le code LBAD+, plus PLUS, on vous offre 10% de rabais sur l'achat d'un plan d'entraînement. Donc rendez-vous sur nolio.io. La bande AD+, c'est presque terminé. Hugo Ferrari va bientôt s'en aller. Et on va donc passer à notre fameuse rubrique coup de cœur, coup de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe?
Et donc, Hugo, tu nous as généralement, je prends l'habitude un peu avant l'émission de vous demander ça va être quoi votre coup de cœur, votre coup de pompe, etc., pour avoir une petite idée et vous lancer correctement. Mais tu as été mystérieux. Tu n'as absolument pas voulu nous dire pourquoi. Alors, vas-y. Et je voulais faire la surprise parce que c'est vrai que Florence aurait pu être avec nous, puis finalement, on a Florence changé Morisseau. de plan. Ouais, Florence Morisseau. Et du coup, c'était un coup de cœur qui la concerne un tout petit peu, parce que je voulais saluer Édouard Stavo, qui a franchi la ligne d'arrivée du 63 km du Sancy. D'ailleurs, il était en débardeur alors qu'il pleuvait et qu'il faisait très très froid. Un sourire jusqu'aux oreilles, tout content. Tu vois, je l'interroge un peu, comme Ludo. On a l'habitude, quand tu vois un énergumène comme ça qui passe la ligne, je lui dis, bah alors, ça s'est bien passé et tout. J'imagine que oui, vu que tu es tout nu sous la pluie. Et en fait, il me dit, bah ouais, c'est super, c'était mon premier trail. Alors, tu te dis, ah oui, quand même, premier trail, 63 km, le gars a peur de rien. Et il dit, bah, j'ai écouté les conseils de la clinique du coureur avec Florence Morisseau, etc. Alors, il m'a cité tout le truc. Et du coup, tu vois, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et bah, visiblement, ça leur fait une bonne pub, hein, parce d'ailleurs, il finit dans le premier tiers ou premier quart. Il était plutôt dans les premiers arrivés. Et voilà, le gars, super, quoi. Il a passé 8 heures sous la pluie en Auvergne avec des paysages tantôt voilés, tantôt un peu découverts. Et il est super content, quoi. Donc, tout bon de A à Z, quoi. Excellent. Ludo. Et je te salue, Hugo. Si ouais, là, je vais y aller. Je ne veux pas te virer. Salut, mon Hugo. Je ne veux pas te virer, hein, mais. C'est le problème du covoiturage. Tu sais, vu que je ne me déplace pas en jet privé, malheureusement, je dois me plier aux horaires des autres. Exactement. Alors, bon covoiturage. J'espère qu'ils seront sympathiques avec toi. Ou l'inverse. Dépêche-toi, tu vas perdre ton créneau sur l'aérodrome. Ludo, ton coup de cœur ou coup de pompe? Plutôt, c'est moi aussi. Ah, bah, pour l'instant, J'en fais tomber mon micro. J'en fais tomber mon micro, mais c'est souvent rarement. Quelle émission? Souvent, les coups de pompe, j'en ai peu. Mais du coup, je te propose, c'est que comme j'ai pas de coup de pompe et que j'ai 2 coups de cœur, je prends le coup de pompe pour en faire un deuxième coup de cœur. Exactement. Fais 2 coups de cœur, ça nous va très bien. Mon premier coup de cœur, il va à Charlotte d'Alençon, une femme qui est française, qui vit en Suisse et qui est d'origine autrichienne, qui parle couramment l'allemand, qui a eu quelques bons résultats en trail, mais en dessous de 80 bornes. Et elle s'était inscrite sur l'ultra de Nice by UTMB. J'en ai contacté Robin d'ailleurs. Et ça a été mon fil rouge jusqu'au moment où elle abandonne. Mais j'ai adoré cette femme sans la connaître. Elle était pétillante. Elle a voulu s'accrocher à Ragna sur son premier 100 miles. C'était pas forcément la bonne idée. Elle avait deux personnes qui étaient là pour son ravitaillement. C'était du grand n'importe quoi. Et elle a perdu un quart d'heure au ravitaillement parce qu'il y avait le kit grand froid. Et elle sortait ses affaires. Elle retrouvait pas son gant. Il remettait elle découvrait dans son sac. Puis après, il leur défaisait. Mais tout ça avec le sourire un peu perdu, un peu énervé. Elle m'a fait mon bonheur derrière la web TV et j'ai pu la contacter après. Et du coup, elle a abandonné parce que, en fait, pour elle, sa chronobiologie personnelle lui permet pas de courir la nuit. Elle a découvert ça là sur cette ultra. Elle dit, elle va rester sous les moins de 80 bornes et de courir en journée, ça lui va très bien. Mais dès que la nuit tombe, elle a envie de dormir et elle va se coucher. Et c'est ce qu'elle a été faire alors qu'elle était deuxième. Elle était deuxième mais elle sentait qu'elle pouvait pas aller, elle pouvait pas aller plus loin. Et puis ouais, je l'ai trouvé génial, quoi. Mais franchement, je pense que si Romain aussi les genoux dans le gif tombe sur cette vidéo d'un de ses ravitaillements qui était tout ce qu'il faut pas faire. Et, dans le monde de l'ultra et rester zen. Enfin, voilà, mais je l'ai adoré. J'ai pu l'avoir après au téléphone. J'ai hâte de la retrouver sur du moins de 100 bornes parce que c'est un sacré phénomène. Et je pense qu'elle va encore nous apporter beaucoup de bonheur. Et voilà, il n'y a pas besoin, et c'est ce que j'aime dans ce sport, il n'y a pas besoin de passer la ligne d'arrivée pour qu'elle puisse me passer des choses, quoi, des émotions. Et du coup, je l'ai kiffé grave. Elle le sait. Et voilà, j'ai hâte de la retrouver ailleurs. Et puis, mon deuxième coup de cœur, t'en es un peu responsable, Nico. C'est que j'ai pris un océan d'amour en allant du côté de nos cousins québécois.
Et je conseille à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui aiment la course en nature, quel que soit le nombre de kilomètres, d'aller un jour sur l'Arikana, Canada, parce que on y retrouve ce que moi j'aime depuis le début que je commande ce sport, quoi. Là, c'était juste un condensé d'amour, de paysages, de gens merveilleux. Ouais, merci. Merci. Voilà. J'ai pu le constater, donné beaucoup, et c'est ça aussi que les gens ont retenu, parce que t'as pas mégoté sur l'amour que tu as donné aussi aux gens. Et puis, tu peux peut-être raconter, parce que bon, est-ce que on prendrait le temps de raconter ce qui t'est arrivé? Tu pars. Alors, il faut dire que l'Ultra Trail Arikana. Alors, j'ai un petit conflit d'intérêt parce que je suis impliqué dans cette organisation. C'est important Ouais. que je le souligne. Sauf que moi, j'y suis pas. Non, tu prenais la route pour aller au départ du 125 km pour animer le départ. L'Ultra Trail Arikana, c'est vraiment très sauvage. C'est-à-dire qu'il y a un point, le point du milieu sur le 125 km qui est une base d'accueil, si on veut, mais le reste, il n'y a pas de civilisation. Donc, il faut quand même rouler pas mal dans la forêt pour aller au départ au niveau de la ZEC des Martres. Et là, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec mon ami Carmen à ce moment-là, qui est la voix en anglais. Et voilà, je te laisse raconter la suite. Ouais, et Carmen, donc du coup, Marline donne à Carmen la mission de m'emmener sur la ligne de départ. Et moi, comme d'habitude, pendant toute la nuit d'avant, je prépare mes phrases, je me dis l'atmosphère, j'ai appris un peu la course. Je me dis, je vais les éclater, les cousins canadiens, tu vois, avec mes phrases et tout. Je vais leur mettre une toute grosse. Et il se trouve que Carmen ne prend pas la bonne trace GPS. Normalement, il faut 45 minutes pour aller sur la ligne de départ et on met 2h45 pour arriver. Et pour moi, c'est mort. L'histoire, elle est morte. C'est que j'arriverai jamais sur la ligne de départ. Mais sauf que je dis à Carmen, et parce que c'est ma philosophie, je me suis dit, si on s'est perdu, c'est pour une bonne raison. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et il se trouve que il y a un coureur qui venait d'Ontario, qui roulait depuis 15 heures avec sa femme et qui lui avait pris la même trace GPS que nous, était complètement perdu dans les bois, sans réseau, et avec le pneu crevé de sa voiture. Donc, on l'a récupéré. Voilà, Sean Sharp, on l'a récupéré avec nous dans le camion. On s'est remotivé, on s'est dit on va y arriver, on va arriver avant la ligne de départ, il nous reste encore 20 km. Et on a retrouvé du réseau, on est arrivé sur le goudron. Carmen, il ne faudrait pas le dire, mais elle a roulé à près de 150, 160, ce qui est interdit totalement au Canada. Et en plus, il n'y avait pas d'autres voitures dans ce secteur-là. Voilà. Il n'y avait pas d'autres voitures, ça allait bien. Et heureusement, puis elle était jeune conductrice. Elle m'a avoué après ça faisait pas longtemps qu'elle avait le permis. Oh mon Dieu. Elle voulait tellement me faire plaisir. Elle me disait, mais la voie du trail, il vient pour donner le départ et ça va être de ma faute qu'on puisse pas. Il va pas pouvoir donner. Elle était très, très stressée. Mais du coup, elle est arrivée sur le parking. On a fait un petit peu comme dans les films américains, un coup de frein à main. Elle est arrivée. Le bénévole nous dit, non, c'est interdit de vous garer là. Et moi, je me rends compte qu'il y a encore tous les coureurs. Et du coup, j'ouvre la porte, je saute, j'arrive en courant. Et là, on me dit 59 secondes avant le départ. C'est véridique, c'est véridique. Et alors, le coup, pour la suite, le discours de motivation, il prend le micro. On a l'impression qu'il est là depuis super longtemps. Tout le monde qui hallucine. Et tu as craqué tout le monde, comme on dit au Québec. Il était hyper motivé. Et ça, on peut le entendre sur plusieurs vidéos. On a les preuves. Il y a des preuves. Je vous conseille d'ailleurs le podcast de Guillaume Lalu, Course Épique, qui a fait une immersion dans la course où on entend ce passage-là. Ouais, c'était vraiment mémorable. Et les gens, je pense, vont garder ça longtemps dans la tête, de te voir arriver en courant, de prendre le micro et de faire ton discours. Un jour, tu feras ça, l'UTMB, ce serait pas mal. Peut-être je serai viré après. Ah, mais non, on ne peut pas virer le coller. Mais non, voyons. Ah, si, ça peut arriver. Robin, à toi, coup de cœur ou j'ai oublié du coup, je suis parti dans mon idée. Mais... Coup de cœur aussi, comme Ludo, c'est rarement un coup de pompe dans l'émission. Bon, à passer après l'anecdote incroyable de Ludo, c'est pas facile. Mais coup de cœur pour le Grand Raid de la Réunion. Parce qu'à l'heure où ce podcast est enregistré et diffusé, en tout cas, le Grand Raid n'est pas encore passé. Et coup de cœur en fait pour cette course. Alors évidemment, tout le monde connaît, mais c'est quand même exceptionnel. L'île de la Réunion, c'est absolument incroyable. Le parcours est fou. Évidemment, le cirque de Mafat est exceptionnel avec ce côté. Un des plus beaux endroits au monde. Exactement, et on parlait tout à l'heure du côté assistance, etc. Et ben là, l'assistance, si tu veux la faire, tu la fais, mais à pied.
parce qu'il n'y a pas de route ou éventuellement un hélicoptère, mais plutôt à pied quand même. Non, c'est exceptionnel, c'est une course incroyable. C'est hyper dur, il fait hyper froid la nuit, hyper chaud la journée, c'est technique. Tout le monde arrive dans un état complètement second. C'est magnifique, quoi, vraiment. Donc, coup de cœur pour cette course. Et puis, là, c'est peut-être pas un coup de pompe, mais en tout cas une petite pique. Voilà, c'est une course qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur, que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde connaît. Et voilà, ils font leur truc dans leur coin. Voilà, c'est très bien organisé, avec évidemment des petits ratés, mais comme chaque organisation. Mais c'est bien organisé. C'est une course ça fête les 30 ans cette année, et ça fait 30 30 ans ans, ouais. que ça nous fait complètement rêver. C'est aussi une course qui évolue avec des nouvelles distances, des distances qui s'allongent, des parcours qui sont modifiés aussi en fonction des aléas de la montagne. Ça passe plus forcément par des endroits comme avant. Là, cette année, ça ne passera plus par le Maïdo. Enfin, ça ne passe pas par le Maïdo, ça ressort par Dodane, mais ça enlève rien à la beauté de cette course. Et moi, c'est une course, vraiment, c'est dans mon top 3 des courses à faire parce que c'est exceptionnel. Voilà. Et puis, on te verra donc sur la Mascareigne, la petite course, mais qui a été allongée aussi de 71, 73, 71 km. Ouais, 71, Ils sont rendus là. 71, et un petit peu moins de 4000, je crois. Ouais. Et puis, pour répondre à toi, Nico, qui sera là-bas, à la Diag, il n'y a pas de petite course. Il y a des Non, courses. mais c'était, quand je disais la petite course, c'était vraiment. Ouais, je sais bien, mais je te l'équipe taquine avec énorme. ça, parce que c'est l'émission où on peut te taquiner, vu tout ce qui t'est arrivé sur cette émission. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi. J'espère que les gens auront quand même pris un grand plaisir. Sabine, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de pompe? Oui, moi, c'était encore un coup de cœur. Donc, c'était un petit détour par la route. Donc, je sais que quand le podcast sera diffusé, le marathon de Londres aura eu lieu, mais Mais le record n'aura pas été chamboulé. Tu peux y aller. voilà, je ne peux pas de toute façon faire sur le futur passé. Donc, je vais revenir sur le marathon de Berlin. Donc, où de toute façon, l'équipe TV avait choisi de montrer que la course homme. Donc, je vais aussi commencer par la course homme. Donc, Eliud Kipchoge nous a tous impressionnés. Du coup, je voulais faire un petit coup de cœur pour le personnage. Alors, j'espère qu'on ne va pas apprendre dans les années qui viennent des mauvaises nouvelles. Hein. On n'est vraiment pas à l'abri. Mais quand même, ceux qui dégagent cette simplicité à la fois et cette passion pour la course, c'est quand même quelque chose d'inspirant de penser qu'il a travaillé dur pendant 4 ans pour gagner 30 secondes. C'est à la fois énorme, 30 secondes, et à la fois pas grand-chose, quoi. 30 secondes, c'est même pas 1 seconde par kilomètre. Donc, contrairement à son record de 2018, là, cette fois, en plus, il est parti sur un premier semi très agressif en moins d'1 heure, 59 minutes et 51 secondes. Moi, j'avoue que j'y croyais un petit peu à cette histoire de moins de 2 heures, même si, bien sûr, c'est complètement symbolique. Ça dépend de la distance d'un marathon et de comment on mesure le temps, mais on s'accroche à ces symboles. Et puis, bon, ben, du coup, finalement, 2 h 1 et 9 secondes. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Du coup, Oui, c'est ça. Ouais. ça faisait une moyenne de 2,52 au kilomètre, quoi. Toute personne qui court se rend compte à quel point c'est exceptionnel. Et voilà, il nous a régalé. Et oui, c'est Et vrai qu'est-ce que qu'il est là, beau à voir courir. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est ah ouais, vraiment. cette fluidité, puis cette foulée qui bouge pas du début à la fin, c'était. Bon, du coup, il a quand même ralenti un peu sur le second semi où il se retrouve aussi seul sans lièvre. En 2018, il avait malgré tout accéléré. Là, c'est beau aussi. Il fait Il a 13 tenté. km tout seul. 13 km tout seul à cette allure. Bah oui, mais il n'y a pas grand monde qui peut le suivre, il faut dire. Non. Et ouais, petit coup de pompe au passage quand même pour l'équipe TV qui nous montre même pas le passage au semi de la course femme. J'ai trouvé ça quand même abusé. On était en pleine pub. Et donc, chez les femmes, finalement, c'était plus disputé, tu vois. Il y a beaucoup plus de densité chez les femmes. Et donc, c'est une jeune Éthiopienne de 28 ans, Tigist Assefa, qui finit avec quand même le 3e chrono de tous les temps en 2h15 et 37 secondes. Donc, ça fait un peu râler de savoir on entend des suspicions qui sont quand même assez fondées, d'entendre qu'elle a amélioré son record de 19 minutes et qu'elle se retrouve avec une performance exceptionnelle.
c'est quand même pas une jeune qui vient de nulle part. Elle a passé en demi-fond. Elle a déjà fait 1h07 sur semi. J'ai envie de dire, l'avenir nous dira. Elle a 28 ans. Elle a le temps de confirmer son niveau le cas échéant. Eh ben, merci beaucoup. C'est la fin de cette 13e émission de la Bande à des Plus, un petit peu particulière, c'était un peu le bazar. Un gros merci à tous les 4, Ludo Collet, Sabine Erström, Hugo Ferrari qui nous a déjà quittés et Robin Schmitt. Salut tout le monde. Nico. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de la Bande à des Plus, la Clinique du Coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail. Vous pouvez facilement retrouver toutes les stations sur le site web de l'application On Piste. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Asca Enessi. La couverture de l'émission est l'œuvre du grand Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci, un gros merci même à Laurie Beck aujourd'hui. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter toujours plus nombreux. On se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale Diagonale des Fous. Nous serons en effet en direct du Grand Raid de la Réunion pour célébrer le 30e anniversaire dont on a parlé il y a quelques instants, de cette course mythique avec des émotions au rendez-vous et notre cher Ludo Collet au micro, entre autres, parce que tu ne seras pas tout seul. À plus dans la Bande à des Plus.